le direct. Donc, bienvenue à tous. J'ai grand plaisir à vous accueillir pour cette soirée XMP Entrepreneur. Je serais absolument ravi que tous ceux qui sont à distance, au moins pour ces quelques minutes de présentation, activent leur caméra. Ce sera beaucoup plus sympa pour nous de vous voir, de voir que vous êtes en chair et en os et que nous pouvons compter sur vous. Vous êtes plus d'une centaine à vous être inscrits à cette soirée, une partie dans la salle, une partie à distance. Cette soirée s'inscrit dans les activités de notre association XMP Entrepreneur, dont je vous parle quelques instants. C'est le club Entreprendre commun aux trois grandes écoles X Mines, avec le groupe d'écoles que les mines représentent, et les ponts. Et nous mettons en commun la richesse composée de nos 10 animateurs au service de nos trois populations, qui sont des créateurs, des repreneurs et des chefs d'entreprise qui ont déjà créé ou repris et qui souhaitent continuer à être accompagnés. Et à chacune de ces trois populations, nous offrons tout au long de l'année d'abord des soirées à l'instar de celle-ci, où nous mixons les témoignages et les partages de connaissances. Nous offrons également des formations, avec de plus en plus de formations que cette année. Nous offrons du suivi individuel ou collectif à travers nos trois clubs, club des repreneurs, club des créateurs, club des accompagnateurs, enfin de l'accompagnement du chef d'entreprise. Bref, nous sommes une dizaine d'animateurs au service de nos membres. Depuis le Covid, nous avons offert l'accès à tous nos événements à travers la visio. Grâce à ça, tous les non-parisiens et tous les parisiens fatigués peuvent se connecter au lieu de venir. Mais c'est quand même dommage pour eux, parce qu'ils ne vont pas pouvoir bénéficier du petit pot et de la séance de rencontres qui auront lieu après cette vidéo. Mais néanmoins, vous qui êtes à distance, nous vous accueillons avec grand plaisir. Je vais maintenant passer la parole à Antoine Borelli. Antoine, au sein de XMP Entrepreneur, est l'animateur du Club des repreneurs. Et c'est donc lui la cheville ouvrière de cette soirée. Et c'est lui qui va introduire nos 4 intervenants pour cette soirée. C'est à toi. Merci. Donc, le sujet, c'est la valorisation d'entreprise en période de crise multiples et répétées. Et effectivement, c'est un sujet qui concerne plus particulièrement tous nos camarades repreneurs et qui travaillent à la reprise d'entreprise. Quelle méthode utiliser pour valoriser? Est-ce que la méthode des multiples reste toujours valable? Quelles sont ses limites? Se pose des questions aussi de quelles sont les dernières tendances suite à la hausse des taux d'intérêt pour les prix des transactions, pardon. Et donc la différence en fait entre prix, valeur, et la question est posée. On a vu que l'indice Argos Mid Market qui a été annoncé récemment témoignait d'une baisse de 8% sur un an sur les prix des entreprises et parlait de la contraction du marché. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent. Et ce soir, pour parler du sujet, nous avons 4 intervenants. 4 intervenants qui proviennent d'horizons différents. Alors, dans leur ordre d'intervention, on va donner la parole d'abord à Christian Novella, qui est là, qui est central Supélec, plus un MBA de Stanford, et qui est le repreneur de Vitech Composites en 2021. Et c'est un ancien d'XMP Entrepreneur. Donc, on est content de te voir, Christian. Merci, merci. Le deuxième intervenant, ce sera Jérôme Favorin. Bonsoir. Jérôme. Voilà, donc il est directeur du centre d'affaires de la Société Générale à Vincennes, qui est le centre d'affaires régional Île-de-France Sud-Est de la Société Générale. Et donc, il représentera, il donnera la vision des banques finançant les prêts d'acquisition. Voilà. Ensuite, nous aurons l'intervention de Bertrand Guigon. Bertrand est X84, dirigeant d'une structure d'investissement privé, Intuitis, et il est administrateur et animateur d'XMP Entrepreneur, donc il voit passer beaucoup de deals et d'opportunités de deals qui ne se font pas. Et il donnera la vision des partenaires investisseurs. Et enfin, nous donnerons la parole à Thomas Borin,
qui, lui, est master Paris Dauphine, président et CEO de Societex Corporate Finance et qui est expert de l'évaluation et de l'intermédiation. Et donc, c'est lui qui conclura un peu notre présentation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de poser des questions au fur et à mesure, éventuellement par l'outil de communication là, de Zoom. Et puis, ceux qui sont dans les salles, donc, vous posez vos questions au fil de l'eau, plus particulièrement à la fin de l'intervention des intervenants. Écoute, tu donnes la parole. Hein. On est fini pour moi, donc oui, je donne la parole à Christian. Ok, ben merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, dans mon cas, en fait, bon, j'ai fait après mes études, ça, j'ai fait toute ma carrière dans un grand groupe aéronautique que j'ai quitté en 2019. Et donc j'ai démarré en fait mon process d'acquisition en 2019 et je l'ai conclu en fait 2 ans plus tard, en décembre 2021, avec l'acquisition de Vitec Composite. Et effectivement, c'était la période de crise du Covid qui démarrait. Et donc mon premier message, c'est qu'en fait les crises, ça rime aussi avec opportunité, parce que en fait, je pense que cette crise m'a aussi favorisé en fait dans l'acquisition de cette société. Et actuellement, les crises qu'on vit en fait déjà font baisser les valorisations des entreprises, donc sont pas forcément défavorables pour les repreneurs. Alors rapidement 2 mots sur Vitec Composite. C'est une société qui fait des matériaux préimprégnés à base de fibres de carbone, de fibres de verre avec des résines. Et puis, donc, on vend ça sous forme de matériaux sous différents aspects. Et puis, on utilise nous-mêmes ces matériaux pour aussi faire des tubes composites. Bon. Le marché, c'est uniquement du B2B, avec une partie dans l'aéronautique, une partie dans le nautisme, une partie dans le sport, et puis diverses petites activités. Alors, au moment du rachat, en fait, la société, elle faisait 1,8 million de chiffre d'affaires et avec un EBE de l'ordre de 10%. Et moi, lorsque j'ai fait ma valorisation, en fait, je me suis basé sur les multiples, hein, en prenant une moyenne historique en fait des premières années de l'EBE, que j'ai retraité de certains aspects. Par exemple, il y avait un personnel manquant au niveau du commercial que j'ai retranché en fait de l'EBE pour avoir la base. Et puis après, j'ai appliqué un facteur 6. J'arrivais en fait à une valorisation de 966 000 € et que j'ai arrondi à 1 million d'euros. Je reviendrai après pourquoi. Et en fait, dans ma lettre d'intention, j'ai vraiment détaillé la formule. C'est-à-dire que j'ai vraiment expliqué dans ma lettre d'intention la formule que j'avais utilisée, le retraitement, les multiples, le résultat que j'aboutissais, et puis l'arrondissement à 1 million d'euros. Alors pourquoi arrondir? Je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique en fait de la valeur. Donc ça, je pense, c'est aussi important. Au-delà, j'aurais des calculs purement mathématiques. Il faut aussi prendre en compte les valeurs psychologiques associées à la valo. Alors, il y avait la valo de l'entreprise, mais en plus, dans mon cas, il y avait aussi une négociation sur le cash excédentaire. Il y avait aussi une acquisition d'immobilier. En fait, au départ, je voulais pas acheter d'immobilier, mais j'ai été un peu contraint, en fait, à acheter de l'immobilier industriel. Après, vous avez la garantie de passif. Donc, c'est pour dire que quand on considère la valorisation d'entreprise et le prix, il y a vraiment 2 choses différentes et qu'il y a différents aspects, en fait, à considérer. Et donc, c'est autant de leviers, en fait, dans la négociation qui sont intéressants pour un repreneur, toujours en gardant à l'esprit cet aspect psychologique, je pense, du cédant, qui est extrêmement important. On pourra peut-être revenir après dessus. Ensuite, après, donc, je pense aussi qu'il n'y a pas de cas général. C'est-à-dire que, quel que soit le dossier, bon, moi-même, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers avant de pouvoir conclure cela. La plupart se sont terminés par des échecs, hein, et je pense que malheureusement, il faut s'y attendre. On a un beaucoup plus fort taux d'échec que de réussite, en fait, dans le processus. En Belgique, un droit. Oui, exactement. Au départ, en tout cas. Dans la valorisation, en fait, chaque cas est un cas particulier. Donc, on peut pas simplement prendre une formule de base et puis l'appliquer à toutes les sociétés et penser que le résultat qu'on sort, simplement parce qu'on a appliqué la formule mathématique, donne le résultat de la valeur. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte chaque cas particulier d'entreprise et chaque situation particulière pour voir qu'est-ce qui a du sens, en fait, dans la génération de profit, hein, et sa récurrence. Et après aussi au niveau des multiples, en fonction des conditions de croissance, des conditions de marché, etc., des tendances générales de l'entreprise, de l'innovation, enfin tout un tas de facteurs qui vont avoir un impact sur le multiple.
Donc, en conclusion, moi, dans mon cas, par exemple, je ne souhaitais pas acheter de l'immobilier, je me suis retrouvé quand même à devoir acheter de l'immobilier et avoir toute une négociation de prix associée à l'immobilier. Beaucoup de mes discussions, en fait, ont moins tourné sur la valo, parce qu'en fait, la valo, dès le départ, au niveau de la détention, ça n'a jamais changé, finalement. Et je vous expliquerai pourquoi après, ça m'a même aidé, en fait, dans le processus. Par contre, il y avait beaucoup de discussions sur le prix, en particulier la notion de cash excédentaire. Et là aussi, en situation de crise, en fait, dans mon cas, l'entreprise, en fait, avait généré du cash. À cause de la crise, à cause de la baisse du BFR, la baisse des stocks, la baisse des comptes clients, tout ça, c'était transformé en cash. Et donc, mon cédant était très attaché à ce cash, alors qu'en fait, non, c'était pas du tout un cash normatif, en fait, de l'entreprise. Donc, beaucoup de discussions là-dessus. La garantie de passif aussi, beaucoup de discussions au-delà. Et puis, pour finir, donc, moi, mon dernier message, c'est que depuis que j'ai racheté l'entreprise, par rapport au business plan que j'avais prévu, j'avais pas prévu la guerre en Ukraine qui a totalement changé la donne au niveau des coûts des matériaux. J'avais pas prévu la hausse des taux d'intérêt qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, en fait, je pense que pour un repreneur, la crise, en fait, c'est pas l'exception, c'est plutôt la norme. Hein. Et donc, quand on se lance dans ce processus, il faut vraiment prendre ça en compte. C'est que voilà, qu'on le veuille ou non, en fait, on vivra une succession de crises et ce qu'il faut, c'est être capable de s'adapter au fait, au fur et à mesure qu'on a des problèmes de pension. Voilà, pour ma part. Après, je réponds aux questions à la fin, sauf si c'est des questions brûlantes actuellement. Super, merci beaucoup. Donc, la crise, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Ah, complètement, oui. Et dans mon cas, donc, j'ai effectivement utilisé la formule des multiples de BE qui était facilement compréhensible par le cédant et que je pouvais expliquer, que j'ai expliqué, en fait, dans ma lettre d'intention. Et donc, on comprend que ton multiple, c'était 5. 6. 6. 6 fois le BE, mais un BE retraité. C'est-à-dire que pour augmenter la facture multiple, j'ai utilisé un peu le subterfuge de retraiter, en fait, le BE brut de l'entreprise en retranchant, en fait, le coût d'un salarié que j'ai estimé manquant et où j'ai réussi à convaincre le cédant que oui, en fait, il n'y avait pas de commercial dans l'entreprise. Donc, j'ai utilisé ce subterfuge pour dire, bon, pour le fonctionnement normal de l'entreprise, il aurait dû avoir Et est-ce que le commercial a été recruté depuis? Non, il avait été recruté parce que c'est moi le commercial. Et Pour l'instant, en tout cas. Bien joué. donc, tu t'es basé sur, y compris les années Covid, pour faire ta... Alors, j'ai pris en fait 3 années. Donc, il y avait en fait 2 années historiques, plus l'année en cours, avec les projections que me donnait le cédant, en partant du principe que il s'engageait sur ces projections. Et donc, j'ai fait rentrer donc, 2 années d'historique, plus l'année en cours. J'ai acheté en fait l'entreprise au 1er décembre 2021. Donc, oui, il y avait une assez bonne vision de l'année 2021 courante. D'accord? Et après, dans mon business plan, je me suis projeté donc sur 6 années où en fait un retour sur investissement en fait de l'ordre de 6 ans. Et pourquoi 6 fois? Pourquoi 6 fois? Parce que c'était une entreprise en fait quand même de technologie. C'est-à-dire que les produits qu'on fait sont des produits de haute performance. Ok. Donc effectivement, avoir en fait des multiples, on va dire plus faibles, même 4 ou 5, j'avais peur d'être éliminé du process parce que on aurait jugé mon multiple trop faible par rapport en fait au positionnement de l'entreprise. Après, il y a une fois de plus, il y a ce côté un peu psychologique du cédant parce que mon cédant avait 85 ans lorsqu'il a cédé l'entreprise. C'était un peu son bébé, donc là aussi, il faut faire très attention en fait à pas vexer en fait la personne. Et effectivement, par exemple, dans la formule, j'aurais aussi pu prendre le résultat brut de la formule, mais j'ai arrondi au million d'euros par rapport aux investissements qu'il avait fait dans l'entreprise. Et puis il y a le chiffre 1 million d'euros. Voilà, c'est quelque chose un peu qui en fait fige quelque chose dans la tête des gens. Tu peux peut-être dire 2 mots sur les produits. Juste 85 ans, pour les repreneurs, c'est bravo, ça n'arrive pas. En fait, nous, en conseil, on considère qu'à 72 ans, ils arrêtent de vendre. Ouais. Globalement, à 72 ans, un cédant, même si vous dites qu'il est vendeur, c'est Tout à fait. Mais je pense que non, c'est qu'il Il n'est pas de sa mourra à la faute. Il barre. mourra à la barre. Pas de sa faute, c'est juste qu'il peut pas. Oui, il n'est pas capable. Donc 85, bravo. Parce que là, moi, je prends pas le mandat, mais Merci Christian. Donc on va donner la parole maintenant à Jérôme. Alors, il y a une petite question posée à distance.
avez-vous fait plusieurs offres et comment savez-vous que vous n'avez pas acheté trop cher au final? Alors, voilà, justement, c'est en ça que, par exemple, la crise m'a aidé. Parce que lorsque j'ai fait, en fait, ma proposition, c'était à peu près un an avant. Donc, c'était en décembre 2020, une lettre d'intention. Et puis après, j'en entends plus parler du tout pendant 2 mois. Malgré les relances, on me faisait un peu mariner, on va dire. Et en fait, c'est seulement beaucoup plus tard, au moment de la conclusion de l'affaire, que j'ai appris qu'au départ, j'avais été éliminé du processus. Parce qu'en fait, il y avait une société, une personne morale, qui avait fait en fait une proposition de valorisation 50% au-dessus de la mienne. Donc à 1,5 million. Et en plus avec des synergies, etc. Donc moi, en tant qu'entrepreneur individuel, j'étais vraiment passé à la trappe. Donc ce qui s'est passé, c'est que je pense que cette société justement avait probablement choisi, disons, la stratégie de survaloriser la valo, en se disant voilà, une fois je vais rentrer en due diligence, en exclusivité, des entreprises comme ça, il y aura toujours des problèmes dans les stocks, des trucs. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont entrés en exclusivité, ils ont lancé leur due diligence, et après ils sont revenus vers le cédant en disant bon, écoutez, compte tenu justement de la crise, en plus comme cette boîte faisait une partie de son chiffre d'affaires dans l'aéronautique, Oui. un des clients principaux avait divisé par 3 en fait son chiffre d'affaires entre l'année précédente et puis l'année en cours. Il y avait le nautisme était affecté. Enfin, donc d'ailleurs l'année où j'ai racheté, l'entreprise a clôturé avec 1 600 euros, 1,6 million par rapport à moi ma base qui était 1,8 million historique des 3 dernières années. Et donc du coup ils sont revenus vers le Sénat en disant que nous on est toujours très intéressés à reprendre l'entreprise, mais comprenez bien qu'on peut pas ne pas reconnaître ça dans la valorisation. Donc du coup on vous propose 50% de notre base. Bon. Je pense qu'il a fait un bon plafond, le cédant. Il a très, très mal pris ça. Et moi, donc, je me suis retrouvé, en fait, au-dessus de cette valorisation. Donc, l'intermédiaire m'a rappelé pour me dire, voilà, est-ce que je mettais toujours ma valo identique. Moi, n'ayant pas tous les détails, en fait, de cette due diligence, j'étais toujours sur les données historiques. Donc, j'ai dit OK. Et ce qui m'a permis de revenir, en fait, dans la boucle. Mais j'avais toujours, à ce moment-là, d'autres concurrents, aussi bien des personnes morales que des personnes, des repreneurs individuels comme moi. Et au fur et à mesure, donc c'est là le fait de pouvoir rencontrer le cédant, comprendre un peu sa psychologie, etc. Donc c'est comme ça que petit à petit, en fait, j'ai fait mon chemin. Et tu n'as pas eu envie de renégocier à ton tour, compte tenu des découvertes post-Covid? Alors après, j'ai eu un investisseur que j'ai amené dans le process, qui effectivement m'a mis un peu la pression en disant que j'avais un peu peut-être surpayé l'entreprise. Mais je n'ai jamais changé ça. J'ai plutôt négocié en fait sur l'immobilier, c'est-à-dire que l'immobilier, je l'ai acheté par exemple en dessous de sa valeur de marché, c'était de l'immobilier industriel. Et après, j'ai négocié la partie cash excédentaire. Mais j'ai pas changé de la valeur. Et je pense que psychologiquement, c'était ça aurait été une erreur en fait de la modifier. Il y a une autre question à distance. Compte tenu de l'âge du cédant, y a-t-il eu une période d'accompagnement et si Non. combien de temps? Il y a eu aucun accompagnement. Donc j'ai toujours des bonnes relations avec lui, mais en fait c'était quasiment immédiat en fait là. Heureusement, dans la société, il y avait 2 cadres clés qui d'ailleurs étaient un peu les gens qui géraient au quotidien l'entreprise. Donc voilà, ça m'a permis de pouvoir reprendre avec les cadres clés sans avoir besoin d'accompagnement du site. Une question derrière. Si je me rappelle, c'est toi qui dirigeais la branche siège de Zodiac, C'est ça pendant une époque. Je n'avais pas fait que ça, mais j'ai fait ça, oui. une branche que je connais bien. Oui. Question qui a un rapport avec la valorisation. Comment est-ce qu'on passe dirigeant d'une branche qui fait 5 000 personnes dans le mondial et 1 milliard d'euros? Ben, c'est juste que ben, je vais t'expliquer, c'est assez simple en fait. Non, mais je vais bien t'expliquer. Donc, ouais, moi personnellement, je suis donc originaire d'une famille d'entrepreneurs, mais mes parents, mes grands-parents étaient entrepreneurs. Et après avoir fait Centrale, je suis allé à Stanford, qui est en fait la Mecque de l'entrepreneuriat. Après, je suis rentré dans un groupe, donc qui était le groupe Zodiac, qui était un groupe entrepreneurial, bien que coté en bourse. Donc c'était un groupe. Donc je suis resté 28 ans dans ce groupe-là. Et puis après, on s'est fait racheter par le groupe Safran. Pas très beau groupe, mais bon. Donc sur la fin de carrière, je me suis retrouvé dans un groupe de 90 000 personnes, très pyramidal, très politique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, c'est peut-être l'opportunité quand même d'essayer de réaliser ce rêve voilà que j'avais d'être entrepreneur. Et en fait, voilà, je préfère être un petit poisson, on va dire, un gros poisson, on va dire, dans un petit aquarium. Un petit poisson dans un gros aquarium. C'est juste que je pense qu'elle a fait le tour un peu de la question dans les grands groupes et j'avais besoin d'autre chose, quoi. Bon, très bien, merci beaucoup. C'est bon, on passe Euh, face à la banque. on passe à la banque. On est dans un club de repreneurs.
Donc, sauf si vous êtes très, très riche, à un moment ou un autre, dans votre opération de reprise, vous allez croiser quelqu'un comme moi. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Alors d'abord, la première chose, c'est que si vous reprenez une entreprise en recourant à l'endettement, vous rentrez dans ce que nous, on appelle dans notre jargon une opération de LBO, donc leverage buyout, c'est les anglo-saxons qui ont inventé le mécanisme. Donc reprise par endettement. Et dans la classe d'actifs de la banque, il s'agit de la classe d'actifs qu'on considère la plus risquée. Bah, la plus risquée, pourquoi? Parce que si ça se passe bien, votre LBO, bah, il n'y a pas de sujet. Mais si ça se passe mal, la garantie principale qu'on aura sur cette opération, qui est le nantissement des titres de la cible, bah, il vaut rien, quoi. Donc c'est des opérations, il faut le savoir, qui sont très encadrées, en particulier dans les banques systémiques comme Société Générale, BNP Paribas, par exemple, mais qui sont de toute façon encadrées dans toutes les banques, qui donnent lieu à des documentations assez fournies, épaisses et généralement avec pas mal de on encadre beaucoup de choses, quoi, ratio financier, endettement, etc. Et dans une banque comme Société Générale, il faut savoir que, on va retrouver la même chose chez BNP, c'est des opérations qui sont aussi, j'ai l'habitude de dire, comme très, très structurées au niveau millefeuille, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe dédiée au siège qui est sur les large caps. Bon, c'est eux qui ont fait le LBO sur Picard Surgelé, par exemple, à titre d'exemple, donc c'est des deals de plusieurs centaines de millions. On a une équipe mid-cap qui est extrêmement active aussi. Mid-cap, c'est à partir de 50 millions, c'est ça, de grandeur? Ouais, tout le monde a sa propre définition. Ouais, Oui, c'est oui, ça. ouais. Et la particularité, effectivement, c'est que d'une banque à l'autre, les seuils sont pas les mêmes. À la Société Générale, en dessous de 8 millions d'euros de dette, vous allez être en fait adressé par un centre d'affaires comme le mien. Donc, Société Générale, en région parisienne, c'est une entreprise sur 3 clientes, 8 centres d'affaires, 4 intramuros, vous faites un camembert divisé en 4, et puis 4 extramuros. On n'a pas trouvé mieux que les appeler nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest. Comme ça, vous voyez où ils sont. Sur le centre d'affaires Île-de-France Sud-Est, moi, je suis particulièrement responsable du site de Vincennes. On a 4 sites, en fait. Donc, Vincennes, Rungis, Évry et Melun. Notre centre d'affaires compte une trentaine de chargés d'affaires répartis sur ces 4 sites et on traite à notre main à peu près une trentaine ou une cinquantaine d'opérations de LBO par an. Ce qui est plutôt pas mal, je crois. Financé, vous regardez 50 dossiers. Ah non, c'est les dossiers qu'on fait. Les dossiers qu'on regarde, c'est des multiples, là, pour le coup. Parce que tout le monde n'est pas éligible. Donc, sur les valorisations, vous avez parlé de l'indice Argos, qui est un indice de référence sur le mid-cap, même si je ne sais pas à combien commence le mid-cap. Nous, sur la PME, intuitivement, je dirais, le sentiment qu'on a, c'est que une PME, généralement, se valorise entre 5 et 7 fois l'EBITDA. Donc, à 6, pour moi, vous êtes dans les clous. Après, le sujet clé pour nous, c'est pas la valorisation. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, on se paye la voiture qu'on veut, après, on vous fait le crédit qu'on veut bien. C'est pas la même chose. Nous, on est plutôt attentif, effectivement, au dimensionnement de l'endettement. Je pense que votre banquier a été exigeant là-dessus. Bon, aujourd'hui, les 3 critères clés sur le plan financier qu'on regarde au niveau bancaire, le premier, qui est le mantra un peu, c'est ce qu'on appelle le levier, c'est-à-dire qu'on garde l'ensemble de l'endettement du groupe post-acquisition, c'est-à-dire du holding de reprise et de la cible, diminué du cash excédentaire, et on rapporte ça à l'EBE ou l'EBITDA. Et sur ce métrique de dette, on tolère généralement un multiple de 3 à 3,5. Donc si vous payez 6 fois, si vous payez l'entreprise 6 fois, ça veut dire que mathématiquement, même si je suis pas ingénieur, il va falloir trouver 40% de fonds propres, quoi. Ce qui est souvent un petit peu l'exercice compliqué pour le dirigeant d'entreprise, le repreneur, qui même s'il met tous ses rêves et ses espoirs et sa tirelire sur la table, a rarement la capacité d'apporter autant. Alors il y aura le recours aux investisseurs financiers qui peuvent intervenir. Un des leviers aussi que nous on recommande assez souvent, c'est d'aller chercher le vendeur sur un crédit vendeur en fait, qu'on va demander de subordonner, c'est-à-dire qu'il soit payé après la dette senior et qui présente aussi l'avantage pour le repreneur de sécuriser la gap, quoi. Voilà. Donc là, à travers ça, je viens de donner le deuxième ratio qui nous intéresse, qu'on appelle le gearing, c'est-à-dire l'endettement financier net rapporté aux fonds propres.
Alors, fonds propres et quasi-fonds propres. Et si on n'a pas les 40% de fonds propres, ben, on peut aller chercher des leviers comme ça. Et le troisième levier, et le troisième critère clé pour nous, Quels sont vos critères là sur sur cette valeur-là, Le gearing. sur le gearing, c'est 1,5 fois. Dette financière nette sur fonds propres, 1,5 fois. Ce qui revient à la même chose que dire 40% de fonds propres et 60% de dette. Voilà. Et le dernier critère, qui est le critère clé, c'est ce qu'on appelle le cash flow cover, c'est-à-dire la capacité, le rapport en fait entre ce qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement de l'entreprise, apportée au service de la dette. Le service de la dette étant la dette d'acquisition mise en place, plus éventuellement les crédits déjà existants. Voilà. Et sur ce critère-là, le travail qui est fait. Alors aujourd'hui, on n'achète aucun business plan. Voilà. On regarde toutes les entreprises et toutes les reprises d'entreprises sous l'angle de la performance historique. Et il faut que le cash flow cover soit supérieur à 1. Voilà. Si on arrive à 120 ou 130% sur la base de l'historique, on va considérer que c'est un dossier de qualité. Après, un des trucs qu'on regarde, nous, mais que vous regardez sans doute vous aussi, je l'espère, c'est qu'on parle beaucoup de reprise en cas avec post-Covid, c'est-à-dire que c'est une expression du gouvernement, du ministre des Finances, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a eu des effets d'accélération dans certains domaines d'activité du fait du confinement. Dans notre activité bancaire, par exemple, typiquement, on se rend compte que les utilisations vous n'allez pas être surpris, mais du téléphone ou de l'ordinateur pour communiquer avec sa banque, ils sont ils étaient fin 2020, ceux qu'on attendait fin 2025. En même temps, il n'y avait pas d'autre solution que d'aller sur l'ordinateur. Et c'est vrai dans un certain nombre de secteurs, on l'observe. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, c'est le retail textile, dont la chute en fait s'est accélérée avec le Covid et post-Covid. Et donc, nous, ce qu'on aime bien regarder, c'est une entreprise en 2021-2022, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à ce qu'elle a fait en 2019. Voilà. Et si elle est au-dessus, on aime bien, quoi. Voilà. Après, on est des banquiers, donc on aime bien les choses résilientes, on aime bien les secteurs d'activité comme l'alimentaire, l'informatique, la santé, qui sont souvent des secteurs très pérennes. L'aéronautique l'est redevenu, mais il y a eu quand même un trou d'air assez sérieux, quoi. On regarde aussi un critère clé, c'est que dans une opération comme ça, il va falloir générer du cash pour payer cette dette d'acquisition. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que, et qui est un modèle franco-français, c'est qu'en droit des sociétés, vous pouvez payer une dette d'acquisition que par distribution de dividendes. Vous pouvez pas la payer par des remontées de compte courant, par des remontées de trésorerie. C'est ce qu'on appelle je m'abuse de l'abus de bien social. On peut pas la payer une dette d'acquisition en mettant en place des management fees. Les management fees, normalement, ils sont encadrés. Ils doivent on peut pas, dimensionner des management fees pour dire c'est bon, ça va payer ma dette d'acquisition. Ça doit se payer par des dividendes. Donc, un des critères aussi qu'on va regarder, mais que regardent aussi les fonds, bien sûr, c'est la capacité de la génération de cash. Elle dépend bien sûr de la rentabilité de l'entreprise, mais elle dépend aussi de son BFR, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En période, le paradoxe, c'est que quand on est rentré dans le Covid, tous les BFR se sont cassés la figure, si je puis dire, puisque les clients ont continué de payer et les entreprises n'ont plus généré de créances clients. Donc en fait, elles ont eu paradoxalement, globalement, tendance à avoir une trésorerie qui augmente. Et c'est là qu'on a dit que du coup, on va mettre en place des PGE. Bon. Et donc, nous, on est attentifs. Une entreprise qui a un BFR important, des stocks, du post-client, ça, c'est de l'actif économique, mais c'est de l'actif qu'il faut financer. Et si j'ai une croissance d'activité, à toute chose égale par ailleurs, je vais avoir un BFR qui augmente en valeur, ça veut dire que ça, c'est du cash qui va être consommé dans la croissance de l'entreprise et qui ne sera pas disponible pour le service de la dette. Et le deuxième sujet qu'on regarde aussi dans cette perspective-là, c'est les CAPEX, les investissements courants nécessaires à l'entreprise pour son matériel de production, si c'est une entreprise de production, et qui sont eux aussi vont nécessiter soit de la mise en place d'endettement additionnel, soit et qui vont venir ponctionner une partie de la capacité de. Donc, si vous êtes en train de reprendre une entreprise qui est résiliente, qui a un BFR faible et qui n'est pas capitalistique, nous sommes là pour vous.
Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qu'on appelle le pourcentage de conversion de la marge d'EBITDA en cash. Voilà. Bon, on n'aime pas non plus les points d'attention que vous devez avoir, c'est évidemment, et vous avez dû, je pense, être attentif là-dessus, sur, on n'aime pas les dépendances, hein, que ce soit des dépendances clients ou des dépendances fournisseurs. Quand on a 20 ou 30% de son poste client ou plus sur un seul donneur d'ordre, ça nous met pas à l'aise parce qu'on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais on le perd. Voilà. On a aussi un point d'attention sur les réserves distribuables et la trésorerie au closing, bien sûr. Si vous arrivez dans une entreprise où il y a 0 trésorerie et 0 réserve distribuable, vous rentrez dans une opération de financement qui va être très compliquée à faire. Parce que nous, on aime bien, comme on va devoir servir une dette senior et verser un dividende pour ça, si vous arrivez dans une entreprise avec 0 réserve distribuable, si jamais vous faites un premier exercice de reprise qui n'est pas tout à fait aux attendus, et généralement, quand on reprend une entreprise, c'est jamais un long fleuve tranquille, dites-moi si c'est le contraire, eh ben, il suffit qu'il y ait une perte ou une diminution de rentabilité et que là, on n'a pas le distribuable nécessaire suffisant pour payer la dette senior. Donc, on est tout de suite dans le mur juridiquement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde. Oui, un point important quand même, parce que des fois, on voit des schémas où les repreneurs proposent de commencer par reprendre un bout du capital. Dire par exemple, je vais reprendre 30% tout de suite et puis je reprendrai un peu plus après. Alors, pour nous, il n'y a pas de LBO si vous n'avez pas au moins 50% du capital. Pour une raison simple, si vous n'avez pas 50% du capital, vous ne votez pas les dividendes. Donc, on ne va pas se mettre... Alors, même si c'est dans votre pacte d'actionnaires, nous, j'ai envie de dire, on s'en moque parce qu'on n'est pas parti au pacte d'actionnaires, donc on ne peut pas s'en prévaloir. Donc, si vous n'avez pas 50% du capital, ça va être très, très compliqué de vous financer aussi. Et après... 51. Oui, oui. Enfin, 50, 50, non, mais oui, 51. 51. le 50-50 est à bannir. Oui, je suis d'accord. Je voulais dire plus de ça. Ok, 50 plus une action. Mais de toute façon, on préfère les schémas où, à la limite, vous vous associez au vendeur en l'associant en capital ou sous forme de crédit vendeur pour avoir un véhicule d'acquisition qui contrôle 100% des titres de la cible pour que la rentabilité de la cible puisse être intégralement consacrée au financement, au remboursement de la dette d'acquisition. Si vous avez un tiers qui détient une partie du capital, lui, il va prendre les dividendes comme tout le monde, et c'est là vous avez une déperdition de rentabilité qui ne vient pas servir la dette, quoi. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des points que je voulais évoquer. Pour alimenter 2 personnes qui nous posent des questions, et c'est surtout pour vous faire repréciser ou redire des choses sur lesquelles vous êtes passé très vite. La première question, c'est si vous pouviez rappeler ce que vous avez appelé le levier d'endettement, votre critère numéro 1. Le critère numéro 1, c'est leverage, c'est l'endettement financier net de la trésorerie. Donc, on prend la somme de toutes les dettes du holding et de la cible post-acquisition, et on retranche la trésorerie qui est généralement dans la cible, sauf s'il y a un surfinancement sur le holding. Ça, c'est l'endettement financier net, et on le rapporte à la marge d'exploitation, c'est-à-dire le BE, l'EBITDA, et les banques ne tolèrent pas des leviers supérieurs à 3 ou 3,5. Sur le segment small cap. C'est clair. Mid et large cap, c'est un peu différent. Et la deuxième question, vous êtes passé très vite dessus en disant que ça ne valait rien, mais on va le repréciser. Quelles sont les garanties prises par Société Générale en face des prêts accordés? Alors, il n'y a pas de réponse toute faite. Ce qui est sûr, c'est que il y aura toujours un nantissement sur des titres de la cible. Ça, c'est clair. Ce sera systématique. Il peut y avoir aussi la recherche d'une contre-garantie BPI, dont le métier est d'accompagner la reprise d'entreprise aussi. D'ailleurs, BPI sont très aidants pour les repreneurs, donc c'est aussi des gens à voir. Ils peuvent participer en financement et en contre-garantie au profit de la banque. Il peut y avoir, dans certains cas de figure, un cautionnement en tout ou partie qui va être demandé aux repreneurs. Ça dépend du schéma et ça dépend aussi de. Alors d'abord, on est dans le crédit. Le crédit, c'est pas je sais, c'est je crois. Donc c'est une question de conviction personnelle. Donc il y a des guidelines dans la banque. Mais après, chaque filière de décision peut prendre, je dirais, à la limite, une décision un peu différente dans la même banque. Hein. Donc, voilà. Après, s'il y a une garantie actif-passif qui est donnée, et ce que je vous recommande au demeurant, on demandera la délégation du bénéfice de la garantie actif-passif. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, voilà. Donc, c'est toujours à minima. Et, ah oui, j'ai quand même oublié ici un sujet clé qui est là aussi quasi systématique, c'est qu'on demande
à ce que le repreneur dirigeant souscrive une assurance somme clé sur sa tête. Généralement, les usages, tout dépend de la taille de la dette, mais si c'est une petite dette, on demandera que cette assurance somme clé couvre l'intégralité de la dette. Si c'est une dette de plusieurs millions, on demandera à minima que cette assurance somme clé couvre 2 ans de service de la dette. Et on demandera à la délégation. Est-ce qu'il y a ça beaucoup? Ouais. Vous m'auriez dit 1 an, j'aurais été C'est moins souvent sûr. un an. Ouais. Enfin, Question de ça. Négociation. question de banque. Gestion de banque. Question de banque, bien sûr, oui. Oui, oui. On peut Non, mais avoir. c'est comme le 3, 3,5, on voit peut-être plus souvent, moi j'ai l'impression de voir plus souvent du 2,5, 3. Maximum d'effet de Sur levier des OBO. sur des LBO, mais tant mieux. Sur des Les banques, c'est très J'ai positif. pas parlé d'OBO parce que c'est pas Non, le non. sujet, mais sur les OBO, on fait pas plus de 3. Mais même sur les LBO, mais tant mieux, allons à la Société Générale voir un 3,5. Bah, écoutez, venez, on fait pas tout, mais ça nous fera plaisir de vous accompagner, ouais. Une question sur un point que vous avez évoqué. Vous avez évoqué la contre-garantie BPI. Ouais. Corrigez-moi si je me trompe. Elle n'est accordée que si le repreneur est majoritaire, mais pas si c'est un fonds qui est majoritaire. C'est bien ça? Alors, BPI n'intervient pas effectivement aux côtés des fonds majoritaires. Donc, c'était lancé. C'est la reprise par BPI des anciennes garanties aux EO. Parce que BPI Ils sont accordés aux considère repreneurs. qu'ils sont pas là pour contre-garantir les risques des fonds d'investissement, quoi. Peut-être pour clarifier le point entre le plafond à 3 ou voire un petit peu au-dessus, peut-être que On parle de levier? oui, vous passez au-dessus de 3 pour autant qu'il y ait une tranche B sur une partie de Alors, la dette, ce qui évidemment est la charge. Alors, les tranches B, en fait, si on est sur un dossier de repreneur, Hmm. moi, je vais pas faire de tranche B. Parce que si je fais une tranche B, ça veut dire que le repreneur est en train de me dire, je suis incapable de payer sur 7 ans. Les tranches B, en fait, on va commencer. Qui c'est qui les demande, les tranches B? C'est les fonds. Parce que les fonds, en fait, sont en train de dire, moi, de toute façon, je n'irai pas à 7 ans, je revendrai le truc avant, donc tout ce que vous me mettez en tranche B sera refinancé, ça fait ça de moins d'equity à mettre et ça améliore mon TS. Bon, je la fais courte, mais c'est un peu ça. C'est pas tout à fait cohérent, en tout cas. Je suis pas un fonds, je le demande quand même. Mais Non, mais tranche B, donc, pour préciser, in fine. Oui, Non, mais pour les gens qui maîtrisent pas. ouais, il arrive que la dette, mais ça, ça, ce type de transaction. Moi, j'ai dit, on fait une trentaine ou une cinquantaine d'opérations par an en reprise d'entreprise, hein, à notre niveau, voilà. Ça va de 200 000 euros jusqu'à 7 millions, quoi, hein. On prend pas 7 millions tout seul. Mais, De 100 000 à 700 000, c'est la dette. oui, je parle de dette, oui. Mais enfin, si la dette fait 7 millions, c'est que la boîte, elle vaut beaucoup plus que ça, hein. Et, mais on ne fait pas de tranche B. Sauf, on ne fait des tranches B que quand apparaissent les fonds d'investissement parce que c'est une exigence qu'ils ont. C'est une pratique de marché. Après, sur la tranche B, enfin, et c'est là qu'on n'est pas égaux, c'est que le marché, en fait, il est parfaitement injuste puisque plus vous montez, en fait, dans mid cap, large cap, etc., plus vous allez avoir de la tranche B et plus vous allez avoir de commissions, d'ailleurs. Donc, nous, on tolère de la tranche B, je dirais jusqu'à 20-30%. Mais encore une fois, un repreneur qui vient nous voir, qui nous dirait je veux 20 ou 30% de tranche B, il va falloir m'expliquer, quoi. bien sûr. Tout à fait. Donc, en fait, vous êtes relativement agnostique face au prix payé par l'entreprise, pourvu que ça ne soit pas avec de la dette bancaire, que les investisseurs des fonds propres, c'est un ressenti personnel. Enfin, moi, j'ai pas de religion là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équilibre de la transaction, le gearing, le gearing, les fonds propres que les repreneurs mettent sur la table. Ça montre aussi l'énergie et l'envie qu'ils vont avoir de se lever tous les matins pour rembourser les dettes, quoi. Donc, c'est quelque chose de très important. Après, si c'est la même chose, si on constate, nous, sur le small cap, hein, que on est sur des valorisations généralement entre 5 et 7 fois. Si on est sur des transactions familiales, bizarrement, on sera plutôt en dessous. Mais on est plutôt 5 à 7 fois dans des process de marché, voilà. Si je suis à 10 fois, voilà, m'expliquer, quoi. Parce que... Ouais. Bah oui. Une question? Oui. Vous parliez de circuit de décision. Juste pour faire simple, la SocGen, c'est quoi le circuit de décision sur ce dossier comme ça? Vous êtes le centre d'affaires, mais il y a quelqu'un derrière vous, devant vous, il y a quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un derrière moi. Oui, mais En matière de LBO, à l'agence, en fait. Alors, en fait, à la Société Générale, dans le réseau banque de détail,
vous avez deux canaux. Vous avez les agences qui traitent les particuliers, les professionnels, jusqu'à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, vous avez une trentaine de centres d'affaires en France qui gèrent les entreprises à partir de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en B2B. Le centre d'affaires auquel j'appartiens a dû faire à peu près 250 millions d'euros de crédit. C'est pas que des reprises, cette année, ce qui est quand même assez significatif. Entreprise de 2,5 millions de chiffre d'affaires et plus, et tous les LBO. Oui, non, tous les LBO jusqu'à 7 millions de dettes. Oui, mais en commençant de 100 000. Oui, enfin, commencer en C'est premier. l'entreprise qui fera moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Je sais pas. Je dis 200 000. Enfin, après, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'apports. Donc, mais je dis 200 000. On dit pas on commence à 200 000 parce qu'en fait, on commence à 1 euro. Mais les plus petits dossiers qu'on voit, c'est ça en fait. On n'a pas de limite basse en fait. 95% des décisions de crédit, elles sont prises en fait au niveau de notre centre d'affaires, dans lequel on a une filière risque intégrée. Cette filière risque intégrée, elle décide, je crois. Alors, elle décide, mais ça c'est bon, c'est Société Générale, c'est purement interne. Elle décide, je crois, jusqu'à 5 millions de dettes en part égée, et pour autant qu'il n'y ait pas de tranche bullet supérieure à 20% ou 30%, je crois. Voilà. Mais en fait, tous les dossiers dont je vais parler, enfin tous les dossiers qu'on a faits ont été décidés localement, quoi. C'est une des forces d'ailleurs qu'on a aujourd'hui. Pose une question à distance. Quels sont les impacts des crises actuelles sur les critères? Les impacts, c'est qu'on est beaucoup plus, comme je l'ai dit, on n'achète plus du tout les business plans, à part les retraitements normatifs du style le salaire du dirigeant sortant versus le salaire du dirigeant entrant, mais pour autant que ce soit très bien documenté, quoi. Et on regardera la capacité de la société à régler à payer l'annuité senior sur la base de ses performances historiques. On aura aussi des exigences sur mais là pour le coup on est parfaitement aligné avec le repreneur, parce qu'on travaille là pour le coup notre intérêt est aligné avec celui du repreneur. On demandera évidemment des current trading, donc des situations intermédiaires, carnet de commandes si ça existe, et une situation de cash et de dette au closing pour s'assurer que on est bien en train d'acheter ce qu'on a prévu d'acheter, quoi. La performance historique, vous regardez le point bas. S'il y a une forte volatilité du chiffre d'affaires. Le point bas, généralement, dans les dossiers qu'on regarde, c'est souvent en 2020, bizarrement. En fait, généralement, on fait nous en interne 3 modélisations. On fait le cas management, voilà le cas management. Bon, et on fait ce qu'on appelle le cas bancaire, qui est un cas qu'on estime réaliste et prudent, et là qui reproduit les performances historiques. Généralement, moi, ce que je fais, c'est je prends les 3 dernières années et je fais une moyenne, voilà. Sauf qu'il y a un exceptionnel dans les 3 dernières années, expliqué et compréhensible. Et puis après, on fait ce qu'on appelle un cas crash, où on simule qu'est-ce qui se passe s'ils perdent leur premier client ou qu'est-ce qui se passe si on est de nouveau tous confinés demain. Voilà. Du premier client, regardez, il faut que ça passe, par exemple. Après, on a plein de critères et si on les remplit tous, c'est super. Mais je dis pas qu'il faut. Enfin, il peut y avoir aussi, voilà. Bon, ça passe pas, mais c'est du crédit, c'est de l'octroi, c'est de l'analyse, c'est du ressenti. C'est aussi un des critères clés que j'ai pas dit, c'est le ressenti qu'on aura vis-à-vis du repreneur. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de dire, on ne naît pas chef d'entreprise. Enfin, chef d'entreprise, c'est quand même un aventurier du XXIe siècle, quoi. Et aller se lancer dans une opération de reprise, c'est quand même assez courageux. Donc, faut quand même avoir une personnalité particulière aussi, quoi. Écoute, merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation du soutien qu'on peut attendre des banques. Et ça, c'est très important. Bertrand, est-ce que tu peux prendre la suite Oui, ça devient de plus en plus dur au fur et à mesure que les prises de parole ont été faites. Et le plus dur, ça sera fort demain. Mais en 2 mots, donc j'ai créé une structure d'investissement privé qui s'appelle Intuitis il y a 13 ans, après avoir été repreneur et dirigeant de PME pendant la quinzaine d'années qui avait précédé. Peut-être je reprends la question telle qu'elle est posée à titre d'introduction, quelle est la validité de se baser sur la performance passée pour valoriser une entreprise. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait valide. Pour autant, la valeur d'une entreprise, c'est pas le passé, c'est le futur. Juste pour rappeler une évidence, si une entreprise a son cœur de métier actuellement dans la préparation des JO de l'été prochain, mais qu'elle a rien derrière, quelle est sa valeur? Donc,
Ce qui est évident, c'est que on essaie de lire le futur à partir du passé, mais le passé n'est qu'un outil d'éclairage du futur. La première remarque que je ferai par rapport à ça, c'est que c'est fichtrement difficile en ce moment. Et là, pour le coup, on va probablement se rejoindre. C'est-à-dire que la lecture du passé, 20 Covidé, 21 encore souvent Covidé, et 22 très régulièrement post-Covidé, et pas nécessairement négativement. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'avait beaucoup frappé. Je parlais avec une entreprise dans le secteur de la distribution B2B, dans des secteurs qui ont été tendus en matière de filière d'approvisionnement, et ils ont mis, pardonnez-moi de la vulgarité de l'expression, ils ont mis tous les acheteurs à la niche jusqu'à la fin de l'année dernière. Ils ont transformé tous leurs acheteurs en approvisionneurs, parce que ce qui était clé, c'était servir les clients. Donc, toutes les marges se sont détendues. Et c'est comme cela que, y compris sur un certain nombre de sociétés que je connaisse, les pertes en termes de marge, y compris sur 22, sont anormalement bonnes. Donc, 20 illisible, 22 compliqué, 21 je laisse passer, 23 pas encore fait, et 19 c'est vieux maintenant. Donc, premier élément par rapport à ça, ça devient beaucoup plus difficile actuellement de lire les comptes passés et encore plus d'essayer d'écrire un futur par rapport à ces éléments-là. Donc, ce que vous dites sur la perplexité que vous avez par rapport à la lecture d'un BP, c'est aussi à l'aune de ce que je viens de dire qu'il faut se le représenter. C'est dur en ce moment. Le second élément par rapport à ça, c'est que les crises, étymologiquement d'ailleurs, les crises, c'est des moments où il faut faire des choix, mais une crise, c'est pas nécessairement négative. Quand il y a une crise, il y a les gagnants, il y a les perdants. Et effectivement, l'un des éléments fondamentaux, c'est de savoir de quel côté l'entreprise que vous êtes en train de regarder se situe. Est-ce qu'elle va plutôt bénéficier ou au contraire souffrir de le changement de fonctionnement de comportement du consommateur, B ou C, du changement climatique, de la digitalisation. Mais de toute façon, autour de tout ça, la première chose que je voulais passer comme message, c'est que ça crée un manque de visibilité générale qui conduit tout le monde à la prudence. Tout le monde met, pour prendre un terme de marin, tout le monde se met à rajouter des pieds de pilote pour être sûr de ne pas taper. Ça vaut pour le banquier prêteur, mais ça vaut pour aussi les investisseurs et pour le manager lui-même. Tout le monde prend beaucoup de risques dans ce type d'opération et tout le monde dans un environnement de plus faible visibilité ajoute des couches de prudence. Je vais arrêter de parler de Valo parce que c'est toi qui vas en parler beaucoup mieux que moi maintenant. Je vais plus m'attacher non pas à la notion de valeur, mais à la notion de prix. Parce que c'est encore une autre affaire. Et le message que je voulais passer par rapport à cette notion de prix, c'est que dans une opération que vous allez monter, que tu viens de monter et que vous allez monter, je l'espère, prochainement, il y a plusieurs acteurs, ils sont au moins au nombre de 3, la plupart du temps, voire 4, et chacun a une appréhension du sujet du prix différente. Ces 4 acteurs, je les cite, il y a vous-même, le repreneur, il y a le banquier prêteur qui, comme vous le dites très justement, a toutes les chances d'être appelé dans ce type d'opération. Et il y a le complément de fonds propres, que je vais quand même scinder en deux, à dessein, avec le fonds d'investissement pur et dur, et les autres investisseurs en fonds propres, qui peuvent être de trois natures, votre vieille tante Berthe, du love money, pour le prendre au sens large du terme, qui peuvent être des fonds d'investissement, des structures d'investissement de groupes bancaires, typiquement, pas nécessairement mutualistes, d'ailleurs, il y en a également chez vous à la SocGen, qui travaillent, qui mettent des fonds propres, leurs propres fonds propres au travail, et des family office, des gens comme moi, qui, là aussi, travaillent sur des fonds propres, donc qui n'ont pas le tic-tac interne d'un fonds d'investissement. Et donc, pour revenir à ces 3 ou 4 acteurs, je vais les reprendre dans je sais pas quel ordre, je vais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure très justement. Finalement, le banquier prêteur, en caricaturant, est indifférent au prix.
Ce qui compte pour vous, c'est que, le bateau ne tape pas les rochers et que vous puissiez être remboursé de votre dette autant que possible avec des intérêts. Et donc, le ratio principal qui vous importe, c'est effectivement des notions de levier, de gearing par rapport à la capacité de la société à dégager du cash. Donc, par rapport à ça, ben, finalement, s'il faut mettre 10% de VE en plus, ça, je ne sais pas comment vous allez réagir, mais vous allez dire, bah, moi, mon financement, ce sera toujours le même. Vous pouvez acheter une entreprise exactement vous voulez. Le banquier prêtera toujours la même chose et d'une certaine façon, il a bien raison. Parce que l'opération se passe bien, très bien ou très très bien, malheureusement, il a lui un upside qui est fixe. Par contre, la conséquence, c'est que pour reprendre les ratios qu'on avait tout à l'heure, si on fait du 1 pour 1, 6 fois pour l'EBITDA, dont 3 de BE, quand vous faites plus 10% sur le prix, pardon, Non, 3 de dette, non. vos 3 de dette pour 3 de fonds propres, si vous faites 10% de plus sur le prix, ça fait déjà 20% de plus sur les fonds propres. Et j'y reviendrai. Donc, il y a un effet multiplicateur parce que votre financement, lui, ne va pas bouger. Votre financement bancaire. À l'autre bout du spectre, il y a notre entrepreneur qui, lui, on va y revenir sur ces notions de la façon dont fonctionnent les fonds d'investissement. Lui, bien sûr, il ne veut pas que son bateau touche les rochers. Il veut évidemment autant que possible que sa pelote grossisse et profite. Et puis quand même, au-delà de tout ça, c'est un projet de... Donc, tu as des paramètres, vous avez des paramètres sur la base desquels vous allez construire une valorisation et je laisserai encore une fois Thomas en parler. Et puis entre les deux, il y a le partenaire financier. Et donc, le fonds d'investissement, lui, il a encore une équation qui est différente. Lui, il a 2 sujets. Il a une horloge et un indice qui est le TRI. Et donc, par rapport à ça, il a 2 problématiques. La première, c'est que, par exemple, quand il s'agit de mettre 10% de PE en plus et donc 20% de fonds propres en plus, ça écrase très significativement son TRI. Alors que paradoxalement, quand on raisonne sur un temps beaucoup plus long, je dis pas qu'on est insensible au fait de rajouter une chouille dans le prix, mais on l'est notablement moins parce que malheureusement les équations mathématiques elles sont ce qu'elles sont. Et la seconde chose, et c'est peut-être ça le pire, c'est que lui, dans sa fiche qui va passer dans son comité, la question c'est combien vais-je pouvoir vendre cette entreprise dans 5 ans, pas dans 7, pas dans 9, dans 5. Et dans un environnement actuel où il y a ce phénomène de volatilité et de difficulté à lire, eh ben lui aussi va être obligé encore de rajouter un pied de pilote parce que comment sera le secteur dans 5 ans dans cet environnement instable. Donc, c'est un peu la différence entre le marchand et l'éleveur. Il y a l'éleveur de chevaux qui veut acheter un beau cheval et qui va l'élever, qui va en faire un vainqueur du prix d'Amérique. Et il y a le marchand qui lui achète un cheval et qui se demande combien il va pouvoir le repayer dans un temps fixe. Et donc, c'est très différent. Et entre tout ça, il y a une troisième population effectivement d'investisseurs qui sont finalement plus proches en termes de mode de fonctionnement du repreneur, en termes d'alignement d'intérêt, qui est l'investisseur en fonds propres, parce qu'il, lui, c'est clairement pas l'aventure de sa vie, mais en revanche, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de TRI, il raisonne davantage en termes de la façon dont son investissement va croître et embellir. Juste en conclusion, pas en conclusion, mais en élément pour illustrer ce propos, un premier élément, c'est que ça ne rend pas la vie particulièrement facile en ce moment aux repreneurs individuels, parce que justement, cette difficulté à lire, elle est plus forte qu'elle ne l'était. On peut plus se contenter aujourd'hui de dire, je prends le passé, je normalise, ok, j'enlève la REM du dirigeant, je rajoute la mienne, ça fait un plus, ça fait un moins, je passe à multiple. Ça interdit la paresse intellectuelle aujourd'hui. Avant, on pouvait avoir tendance à faire quelques raccourcis en se disant l'avenir sera égal au passé. Maintenant, il faut absolument s'interdire ça. Donc le travail de lecture stratégique et de comprendre si les mouvements de fonds qui se produisent sont plutôt bénéfiques ou plutôt défavorables à l'entreprise sont absolument fondamentaux.
La seconde chose qui est un peu le corollaire de ce que je viens de dire, c'est qu'actuellement, les temps sont durs. Je suis désolé de le dire aussi brutalement. Les temps sont durs pour les repreneurs individuels par rapport aux industriels. C'est-à-dire que dans la capacité à lire, je vois que tu as Je un ne œil. suis pas d'accord. Je serais ravi, ça fera un débat. On n'est pas chez Michel Pollack dans les années 80, on va pas s'envoyer des invectives. Voilà. Tant les verres sont en carton. Oui, absolument. Parce que un industriel qui regarde un build-up face à vous, il aura des métriques, il aura des rationnels, il aura des normalités de résultats dans un segment d'activité qui sera plus facile, qui lui permettra de dire, ce business-là, si je me débrouille pas trop mal, ça fait du 10, ça fait du 14, ça fait du 18. Alors que vous avez une courbe en yo-yo depuis 19, et là-dedans, c'est quoi la normalité de la rentabilité? Donc, je dis un industriel a plus de capacité à lire et donc à taper un prix sur lequel il sera plus confort. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, mais c'est J'ajoute à ça que lui, il a pas le tic-tac de devoir revendre à 5 ans. Et alors que vous allez devoir, parce que j'ai oublié de le dire, mais si chacun a une approche du prix un peu différente, l'investisseur financier et le manager, il va falloir malheureusement que tout le monde emmener tout le monde sur un prix qui sera plutôt un peu le minimum. Voilà. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que ça pour avant de. Il y a peut-être quelques questions avant que Thomas nous fasse une brillante synthèse de la valeur des entreprises en période de crise. T'as intérêt à l'acheter la boîte. J'ai deux questions posées à distance. La première, me semble-t-il, est posée à Christian. C'est un rebond sur ton exemple, parce que c'est Joe qui nous interpelle. Le cas présenté au début, donc c'est ton cas, montre bien comment on fixe le prix. Mais j'aurais bien voulu mieux comprendre la notion de valeur d'entreprise, sans doute basée sur l'historique, par rapport au prix proposé, qui, lui, dépend de ce que va faire le repreneur dans le futur. Ça, je vais en parler. C'est toi qui réponds, alors. Ouais, je vais en parler. Absolument. Ça fait une super transition. Très bien. Alors, dans ce cas-là, on va aussi écouter l'autre question. Pourquoi le cédant n'est pas un acteur clé au-delà des 3 ou 4? Là, c'était dans ta liste des parties prenantes. C'est une excellente question sur laquelle je vais rebondir en disant, effectivement, c'est une bonne. Bien sûr, j'étais dans le schéma de trouver un deal avec le cédant. Donc, j'étais sur le niveau du prix. Il faut évidemment que le cédant soit soit d'accord. Et c'est une excellente suggestion. J'avais oublié de le mentionner. Le fait de faire réinvestir le cédant peut être un excellent moyen de essayer de trouver un point de jonction. Et un point où le cédant et le repreneur se rapprochent. Vous le faites à quelle proportion de vos dossiers? On le fait. Alors, comme je suis un investisseur financier, j'ai pas de problème de profondeur de poche, donc je ne le fais que quand ça a un intérêt autre que financier. Donc je le fais quand j'ai la conviction que le cédant va pouvoir apporter quelque chose au repreneur. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Eric Fuma, qui est passé dans différents cercles de repreneurs, qui a fait un MBI dans un secteur qui est la construction bois, alors qu'il venait d'une ESN. On a proposé aux cédants de garder une partie du capital, parce que d'abord ils se sont très bien entendus, et parce qu'ils pouvaient apporter immédiatement une capacité à monter en compétences dans un secteur assez spécifique que le dirigeant tout seul n'aurait peut-être pas eu aussi facilement. Sinon, pas spécialement. Il y a des fonds, je sais, sur la place, pour lesquels c'est une condition sine qua non. Ouais, mais ça, c'est réinvestissent à 15%. Non, mais ça s'est développé. Il y a pas mal de conseils acquéreurs qui Des conseils acquéreurs qui en ont fait ça. leur pratique et ils sont tous d'ailleurs comme ça à peu près. Oui. Parce que ça simplifie leur montage, ça permet d'avoir du fonds propre de réinvesti, de sécuriser le banquier en disant le cédant reste là, de sécuriser les autres. Au final, si le repreneur et l'ancien ne s'entendent pas, c'est une catastrophe. Absolument. Il y a des repreneurs, leur seul truc, c'est de se casser sur leur voilier et ils ont le droit, c'est leur choix. Auquel cas, quel est l'intérêt de l'avoir au capital? Il y en a, du coup, ça reste le dirigeant historique qui est là et les salariés, ils vont le voir dès qu'il y a un souci. Donc, ils se font circuiter le nouveau. Et puis, il y a des cas où ça marche extrêmement bien, où effectivement, ça a du sens business. Et là, c'est génial. Il faut pas le faire juste pour le montage. Mais il y a des conseils, on les voit très bien et ça arrive fréquemment. Où c'est de stratégie. Personne. Non. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je suis en total désaccord avec certains de vos conseils qui fixent ça comme une obligation préalable, parce que si c'est vécu comme une contrainte par le cédant, c'est quand même source de problème.
et ça ne trompe personne. Enfin, je veux dire, essayer de faire croire que parce qu'il y a un réinvestissement dans une surtopco, c'est de l'argent du repreneur, ça ne trompe personne. En tant que Je conseil, rajouterais par en tant contre que une autre conseil, on lui chose. dit l'argent que vous remettez est perdu. Donc on sait qu'il est perdu et Oui, exactement. ça ne va pas pouvoir pour la suite. Mais c'est exactement ça. C'est perdu. Voilà. Il y a en revanche une chose que par contre vous pouvez faire et qui est tout à fait gagnante-gagnante, c'est que vous pouvez proposer, comme ce sont des vendeurs personnes physiques et qui vont signer une GAP et qui va sûrement leur demander une garantie de la GAP et que nos amis banquiers vont demander en général d'avoir des fonds placés sans risque pour garantir la garantie à première demande qui leur sera accordée. Nous proposons assez régulièrement aux cédants de faire un réinvestissement typiquement en obligue, parce qu'ils ont à ce moment-là un rendement à 6, 8, 10%, qu'ils n'auront pas sur leur placement, je parlais avant l'inflation. Et à ce moment-là, ça les garantit la gamme. et donc leurs obligues servent de contre-garantie de la gamme. Ça, c'est super. Ça a un défaut, c'est que ça ne règle pas le problème de la trésor si la société cible doit payer je ne sais quoi. Mais en tout cas, Mais ça par marche. rapport à la valeur de l'entreprise, ça règle la question. Ça sécurise la gap. Ça sécurise la gap C'est le de problème. manière plus sympathique pour le cédant. Il y a une question derrière toi, Bertrand, de l'autre côté. Oui. Mais je n'ai pas du tout entendu parler du cas d'une innovation de rupture détenue par une entreprise, innovation de rupture qui est validée par des brevets solides et aussi par des enquêtes de marché qui montrent que si on délivre cette innovation de rupture sur le marché, ça fait baisser complètement le prix d'achat du service. J'ai pas du tout entendu parler de valorisation de ce genre de choses. Parce que c'est pas un repreneur qui achètera ça. Je veux dire, non mais clairement, c'est si pas une quelqu'un banque. met un prix élevé là-dessus, c'est un industriel qui croit au projet. Sinon, celui qui a développé les brevets doit les emmener jusqu'au bout et faire la réussite. Mais je ne vois pas un repreneur acheter des brevets en pariant dessus, où il y aura personne pour le financer. C'est un pari. C'est un pari. Et donc nous, effectivement, dans nos sujets là de valorisation d'une part, parce que ça, c'est pas une valeur, c'est un prix. Ce qui va se passer sur un brevet. Et sur les sujets de reprise, il y aura personne pour le faire. Le vrai sujet, quand on vient nous voir avec des brevets soi-disant révolutionnaires, c'est si révolutionnaire que ça. Profitez-en. Bah oui. Il existe des investisseurs pour ce genre de choses, ce n'est pas des repreneurs. Pas de repreneurs. Non, enfin, pour moi, il n'y a pas de repreneur. Et il ne devrait pas y avoir de vendeurs. Si les brevets sont bons, il ne devrait pas y avoir de vendeurs, mais ça, c'est encore notre débat. Comment on fait rentrer des gens? Après, c'est de la levée de fonds. Alors là, c'est vraiment, ça, c'est Ah ouais. complètement, là, on est, et puis c'est pas, là, il n'y a pas de valeur. Là, c'est du prix. C'est un autre débat. Ouais, les licornes n'ont pas de valeur, hein. Les licornes ne valent pas 1 milliard. Il y a quelqu'un qui a bien voulu mettre un prix à 1 milliard avec des Il y a conditions. quelqu'un qui a été prêt à mettre 200 millions pour avoir 20%. C'est Mais, pas la même chose. tout à fait. Et avec des conditions. Avec de du production, ratchet, du machin et du bidule. Voilà. Absolument. Ça ne vaut jamais le prix qui est annoncé dans les journaux. On a une question au fond, Claude? Dans cette période de crise, les taux auxquels les banquiers prêtent ont-ils changé par rapport à l'habitude précédente? Je reviens, j'en parle. Je crois que Je peux déjà donner. Enfin bon, concrètement. Non, mais sur la valeur, c'est ça votre. Non, les taux. Les taux. Les taux ont changé. En fait, sur les opérations de financement de reprise dans la. Alors, disons qu'il y a deux cas. C'est que sur les petits tickets avec un repreneur, personne physique, etc., dans la plupart des cas, on va intervenir sur une base d'un taux fixe. Bon, les taux fixes, ils ont pris 400 points de base en gros depuis 2 ans. Bon, donc effectivement, ça veut dire que oui, c'est plus cher. Toutes choses égales par ailleurs. Et ça veut dire que les mêmes propriétaires que les primo-accédants en immobilier, c'est-à-dire vous avez perdu du pouvoir d'achat. Plutôt interbancaire. Alors, après, il y a la partie taux fixe, mais la plupart des crédits d'acquisition, en fait, sont faits sous forme de taux variables, notamment quand il y a des tranches bullettes, puisqu'il va y avoir des mécanismes de remboursement anticipé, etc. Et le taux variable permet de ne pas avoir de pénalité de remboursement anticipé par rapport à un taux fixe. Donc, on peut faire des remboursements accélérés de la dette. Voilà. Donc, le taux variable aujourd'hui, l'Euribor était négatif il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est à 4%. Donc, si la banque prend, mettons, c'est une illustration Euribor plus 2, vous payez 2. Il y a 2 ans, aujourd'hui, vous payez 6. Aujourd'hui, nous, les montages, je sais pas, mais les montages qu'on voit aujourd'hui, c'est entre 4,10 au mieux et 4,70, quoi. Si je fais un peu une tranche. À taux fixe. À taux fixe. Un problème, ouais.
4,10 à 4,70, demain, on a un closing à 4,10. Bah, le paradoxe aujourd'hui, C'est du réel. le paradoxe aujourd'hui qu'il y a, c'est qu'on a une courbe des taux inversée. Ça veut dire que votre Euribor à 4%, si vous prenez un swap de taux, vous allez avoir un swap de taux à 3%. Donc, immédiatement, vous avez c'est une hérésie, mais c'est parce qu'on a une courbe des taux qui est actuellement inversée. C'est-à-dire que les marchés anticipent de manière très forte une baisse des taux, d'ici la fin du S1 2024. Ce qui explique que, paradoxalement, un taux fixe aujourd'hui soit moins cher qu'un taux variable. Bon. Mais bon, oui, les taux ont augmenté. Ça, c'est clair. Par contre, tout le monde s'accorde à penser que, a priori, on serait plutôt sur un pic de taux actuellement. Bon, à voir. Et nos économistes anticipent une première baisse des taux à partir du S1 2024. Voilà. Je vous ai une idée que j'ai écrire. Il y a le taux de refinancement entre les banques d'un côté, et puis la rémunération de risque de l'autre. Donc là, vous êtes en train de dire, le taux a augmenté parce que le taux interbancaire a augmenté, mais vous n'avez pas touché au complément financier de risque. Alors, le refinancement de la banque, schématiquement, ça va être Euribor plus quelque chose. Oui. Donc ça, c'est notre matière première. Bon, et nous, on fait encore plus quelque chose parce qu'il faut qu'il y ait notre marge. Voilà. Alors, votre question est, est-ce que les marges ont augmenté? Oui. Non. J'en ai pas le sentiment. Maintenant, Et pourtant, en période de crise, le risque est passé. après, je dis pas qu'on fait tous les dossiers non plus, quoi. On y va? Ah oui. Bon, j'ai vu, il y avait une question, mais on reviendra dessus. Bonjour à tous. Donc, moi, j'interviens ce soir. Alors, j'ai un parcours un peu multiple. J'ai fait de la finance, de l'audit. Je suis ingénieur financier, comme ça me permet d'être un peu ingénieur quand même, mais peu importe. J'ai été entrepreneur, donc j'ai été dans votre cas, j'ai racheté une entreprise en 2008, en juin 2008, parce que je suis quelqu'un qui a le sens du timing. Donc, juste avant les Man Brothers, j'ai racheté une entreprise d'agroalimentaire en difficulté sur Reims qui faisait du biscuit. Voilà, j'ai morflé, j'ai revendu en 2013, j'ai accompagné après la session, donc j'ai aussi vécu ce que veut dire céder et accompagner le repreneur, qui était un gros groupe français, et je suis revenu chez Sociétex, qui était ma maison d'origine, donc Sociétex, cabinet rapidement de M&A et d'évaluation, créé il y a 70 ans, principalement donc de la session de PME Small Cap, qui est notre métier, on en fait une vingtaine par an, et une trentaine de missions d'évaluation. Ma formation universitaire, c'est d'être évaluateur et c'est à ce titre-là que j'interviens ce soir. Ça n'empêchera pas de faire un peu de lien avec le cabinet, avec les transactions que je fais aussi. Je vais être volontairement dans la provoque ce soir, donc si jamais je vexe quelqu'un en disant des horreurs, c'est juste pour rire et pour étendre le sujet qui est assez compliqué. Dans la question, il y avait d'abord j'ai entendu parler d'Argos tout à l'heure. Argos, c'est complètement irréaliste. Ça ne veut rien dire. À la limite, en base 100, pour savoir si le marché monte ou descend, je peux l'entendre. Mais honnêtement, il n'y a pas une small cap qui se paye en moyenne 9,7 fois. C'est une aberration. Dedans, il y a une prépondérance de la pharma et de la techno qui vient fausser le multiple, détail, etc. Donc, voilà. Déjà, je m'autorise à préciser que l'échantillon Argos, c'est 150 millions à 5 Non, mais c'est oublié, il faut oublier. En plus, oublier. Il pourrit par contre la tête, il pourrit la tête des cédants que vous allez voir. Parce que il est pas rare d'entendre un cédant dire, j'ai lu dans la presse de qualité que c'était 9 fois. Et là, vous êtes foutu. C'est marrant. Voilà. Et j'ai entendu la question, est-ce que les multiples sont la bonne méthode? Non. Non. Voilà. On reviendra dessus. Les multiples, c'est une connerie. Le premier sujet, on parlait de valeur et de prix. Et Bertrand a dévoilé le sujet. Et effectivement, la valeur, c'est ce qu'un agent économique prudent et avisé, lambda, est prêt à payer pour un actif donné. Le prix, c'est ce que vous êtes prêt à payer, c'est ce que moi je suis prêt à payer, c'est ce que le banquier est prêt à payer. C'est autre chose, c'est le prix de chacun, de quelqu'un de particulier. La valeur, c'est le prix pour tous, pour quelqu'un de normalement constitué. Si je suis un industriel que je dois acheter mon concurrent, vous vous doutez bien que c'est pas parce qu'il vaut 10 que je vais payer 10. Je suis prêt à mettre 20. Parce que si je le prends, je suis leader sur mon marché, je suis monopole, j'en ai rien à faire de surpayer de 10. Donc mon prix va être de 20. Vous, est-ce que le prix d'un RPP, c'est pas celui des stratégiques, mais c'est pas forcément lié à la valeur. Il y a un moment, vous êtes bloqué, vous avez 500 000 euros d'apport, vous avez 300 000 de tante Berthe, qui est charmante, et vous avez un banquier. Et ben ça vous fait votre prix. Vous pouvez pas aller au-delà. Vous dites, je paye 5 fois. Parce qu'en fait, je peux pas faire mieux, j'ai pas plus. Donc, cherchez pas, je mets ça
Et c'est votre prix. Mais c'est pas la valeur, c'est pas pour autant que la boîte, elle vaut 5 fois. C'est une notion de prix. Et ça, c'est un point essentiel. L'apport, la capacité d'emprunt vont déterminer le prix d'un RPP, d'un repreneur personne physique, pardon, comme il va déterminer la capacité d'un industriel à surpayer ou etc. On reviendra sur dessus parce que les multiples dont on parle là depuis tout à l'heure sont pas les mêmes pour les industriels que pour les repreneurs personnes physiques. On voit des choses qui sont très éloignées dans les deux sens. Dans les deux sens. J'en profite juste sur la valeur. Donc, valeur et prix, bien distinguer les choses, c'est deux sujets différents. Et quand Christian parlait tout à l'heure, il a payé un prix. Il n'a pas à calculer la valeur. Je lui ai dit, pourquoi 6? Parce que c'est ton prix. C'est pas la valeur. Si on me demande un rapport d'évaluation, je suis pas sûr que je serai à 6. Je serai plutôt peut-être à 5 ou à 7 de rapport entre la valeur que je détermine et l'EBITDA de la société. Mais parce que le multiple n'a pas vraiment de sens. On reviendra dessus. Je rajoute juste un petit point rapide. On parle bien là de valeur d'entreprise et pas de valeur de titre. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Valeur d'entreprise, c'est la valeur des actifs et des passifs d'exploitation. Pour passer ensuite à la valeur des titres, des actions, je rajoute la trésorerie, les actifs hors exploitation. J'enlève les passifs hors exploitation et les dettes financières et équivalent. D'accord? Donc deux sujets très différents. Vous pouvez, et c'est très important parce qu'à un moment, vous pouvez dire à votre vendeur, je vous achète 1 million. Lui, il dit, super. Sauf que vous, c'était en valeur d'entreprise, lui, c'était en valeur de titre. Il a 500 000 de dette, donc en fait, vous lui dites 500 000. Lui, il a compris 1 million. Hop, votre deal, il est planté. Parce que, juste à un moment, vous n'avez pas su appréhender valeur d'entreprise, valeur de titre. Vous avez créé un biais de psychologie. Vous avez annoncé 1 million, il a entendu 1 million, vous, c'était 500. C'est fini. Vous ne trouverez plus jamais d'accord. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un moment, il y a un seuil, on l'a déclenché, c'est fini. Donc, faut pas se louper là-dessus. Attention, valeur d'entreprise, valeur de titre. C'est quoi le fondement de la valeur? La valeur, un actif, et on revient au truc un peu historique, c'est un rapport entre un risque, c'est un couple risque-rendement. Voilà. J'achète un actif et on pourrait presque pousser par provocation le sujet sur tout type d'actif dans le monde. J'ai un rendement et un risque. Alors même, on va me dire le diamant, bah si il a une valeur d'usage, c'est la joie de l'avoir, et j'ai un risque associé, ou presque on pourrait l'associer. C'est pas tout à fait vrai, je pousse un peu le bouchon. Mais pour une entreprise, c'est vraiment ça. C'est un couple risque-rendement. Ça veut dire quoi? Si je pousse l'extraction de ce risque-rendement, c'est le free cash flow. Son rendement, c'est ce que la boîte va dégager comme cash, que j'actualise à un taux donné de risque. Alors, si j'estime que la société de Christian, elle a un risque qui fait que je dois avoir un taux d'actualisation de 15%, par exemple. Voilà. Et ça, c'est le fondement du truc. Il se trouve que les fonds d'investissement, comme ils sont pas très doués en finance, ils ont simplifié les choses. Et donc, ils se sont dit, on va faire des multiples. Et c'est pour ça qu'on a des multiples. C'est pas pour autre chose. Au départ, les multiples, c'était valable si on veut comparer une entreprise cotée en bourse et une autre entreprise. On va comparer un point de référence et on va utiliser le même multiple. Quand aujourd'hui, on vous dit, une pharmacie, je paye une fois le chiffre d'affaires, parce que c'était ça, les premiers multiples qu'on a connus. Et quand aujourd'hui, on vous dit, bah, le BTP, moi, je paye 5 fois les l'EBITDA, et puis, en ce moment, les écoles, c'est 10 fois les l'EBITDA, et puis le SAS, c'est 3 ans d'ARR. Alors ça, là, on part encore sur d'autres délires. C'est que de la simplification. Tout ça n'est que un modèle de simplification pour accéder facilement à quelque chose. En réalité, c'est quoi? C'est le free cash flow. C'est la formule, si je fais très simple et j'élimine un certain nombre de facteurs, la formule de Gordon-Shapiro, le free cash flow que je divise par le taux d'actualisation moins la croissance. Ce sont les 3 éléments essentiels de la valeur d'une entreprise. Free cash flow divisé par K moins G, ceux qui ont déjà vu la formule. Si je prends ces bases-là, je peux déterminer une valeur entre guillemets. Le free cash flow, on voit ce que c'est. Le taux d'actualisation, donc c'est un combiné, si on prend les études théoriques, après on peut ne pas être d'accord, mais un combiné de taux sans risque, d'une prime de risque spécifique à l'entreprise, à son secteur. On rajoute aussi aujourd'hui une prime de risque liée à la taille, parce que plus l'entreprise est petite, plus elle est risquée. C'est là où quand on dit 6 fois pour une taille d'1,8 million de mémoire et de 180 d'EBITDA, c'est peut-être, ça peut poser question, parce que plus c'est petit, plus c'est risqué. Et donc ça, c'est le taux d'actualisation, et la croissance, c'est un autre point. Aujourd'hui, ça nous amène à déterminer des multiples. Si je prends une entreprise récurrent en croissance, ok, je peux payer 10 fois le multiple.
puisque mon K est assez faible, mon G est assez élevé, j'ai tendance à gagner. Si je suis dans le BTP en promotion immobilière aujourd'hui, mon risque est maximum, ma croissance est zéro, je paye 3 fois maxi, quoi, hein, et encore, je suis On parle que du fonds propre, là. en valeur. Mais je paye pas. Mon prix va être à 1, ma valeur, elle va être à 3. Bon, ça, c'est le point. Sur l'agrégat, et alors c'est intéressant parce qu'on a déjà parlé beaucoup avec Bertrand, et je sais qu'il est d'accord, même si quand je suis parti. Si tu es acheteur ou vendeur. Oui, c'est ça, exactement, exactement. C'est vraiment ça. Quand je suis parti en 2008 du métier, pour reprendre mon entreprise d'agroalimentaire, on parlait en multiple débit, résultat d'exploitation. Et moi, ma formation, c'était le multiple de résultat d'exploitation, c'était très logique. En dessous du résultat d'exploitation, il me reste mon impôt. Bon, ça, on sait le formaliser, il suffit de mettre le taux. Et c'était très cohérent. Et puis quand je suis revenu, les fonds avaient fait quelque chose de magique pour augmenter la valeur de leur participation, parce que c'est comme ça que je le lis avec le recul. Ils sont passés de l'EBIT à l'EBITDA. Et le 5 fois l'EBIT, il est devenu 5 fois l'EBITDA. Magique. Vraiment l'opération extraordinaire de cavalerie qu'il y a eu entre certains fonds. D'ailleurs, hein, on se revendait les participations à un moment. Et on est passé à l'EBITDA. L'EBITDA ne veut rien dire. L'écart entre l'EBITDA et le cash flow, il y a l'impôt, pas de problème, ça on sait le gérer, mais il y a les CAPEX. Tout à l'heure. C'est un élément essentiel. Si je prends l'EBITDA d'une boîte de services de conseil comme nous, ok, je vais avoir 10 000 balles d'amortissement et d'investissement, on s'en fout. Si je prends une fonderie, on n'est pas du tout. Elle peut avoir un EBITDA positif et perdre tout ce qu'elle veut. Parce que l'investissement, ne serait-ce que pour maintenir l'outil, est plus important que ce qu'elle gagne. Ça ne vaut rien. Pourquoi j'irais acheter une fonderie qui, tous les ans, doit mettre 1 million sur la table? Ça n'a pas de sens. Donc l'EBITDA est un vrai piège. Et là, pour le coup, vraiment, je vous invite à être intransigeant sur ce point-là. Et on doit travailler en EBITDA moins CAPEX. La meilleure représentation de l'EBITDA moins CAPEX, si on est dans un environnement globalement stable, c'est le résultat d'exploitation, puisque les amortissements et les CAPEX vont globalement être les mêmes si on est stable. Si on est en croissance ou si on a des phénomènes de je dois faire un investissement one shot de 10 millions, réfléchissons EBITDA moins CAPEX. Ça, c'est un point essentiel, vraiment majeur du sujet. Alors là, j'avais écrit un truc, puis je suis embêté, parce que Jérôme, tout à l'heure, il a dit qu'il travaillait avec les moyennes, alors je suis très embêté, parce que d'habitude, je dis que la moyenne, c'est pour les cons. Alors du coup, je suis un peu embêté de le dire. Mais voilà, du coup, j'ai corrigé pendant le temps, je me dis, moi, j'ai quand même le noté pour pas dire. Non, plus sérieusement, on achète le futur. Donc, la banque, effectivement, va avoir un regard du passé parce que la seule maîtrise qu'elle peut avoir, c'est le passé, et vu les volumes de Parce que dossiers. vous achetez le futur et nous, on finance le passé, quoi. Non, on finance pas le passé. On finance le futur. En fait, le futur va payer. Donc, même ça, je suis pas d'accord. On finance le futur. Le problème, c'est comment on le calcule. Et ça, où Bertrand disait, c'est très compliqué. Et où on utilise le passé pour essayer d'imaginer le futur, de transcrire ce qui va se passer. Mais que la boîte ait gagné 2 millions hier, à la limite, elle peut valoir zéro parce que les JO, par exemple. Oui, bien sûr. Effectivement. Ou un marché qui s'effondre. La trottinette électrique, quand on arrête le libre-service, plouf, la valeur, elle plonge, quoi. Donc, la question, elle est quand même vraiment sur demain. Et donc, la moyenne, le problème d'une moyenne, c'est qu'on va pondérer des choses. Et si ça tombe, si on prend, d'ailleurs, on l'a fait, intellectuellement, on l'a fait spontanément sans se poser de questions en éliminant 2020. On a dit année Covid, je la prends pas dans la moyenne. C'est bien que du coup, on est conscient que la moyenne est une aberration, puisqu'on élimine les points aberrants pour faire la moyenne. Donc c'est bien qu'intuitivement, on sait que c'est pas si vrai que ça. Alors, ça a quand même des mérites, ça a des vertus de. On transforme pas un âne en cheval de course, donc le passé, il est quand même, il doit nous orienter. Mais la vraie question, c'est surtout, et en période de crise encore plus, ce que tu disais, qu'est-ce qui se passe demain? Voilà. Donc ça, c'est le sujet, les fondements de la valeur. Je reviens dessus. C'est quel est l'agrégat de rentabilité, EBITDA moins CAPEX, quel est le risque associé à mon entreprise. Et donc ça, il faut se poser les bonnes questions de risque de l'entreprise. Ils sont risque sectoriel, taille de marché, risque de l'entreprise, dépendance homme-clé. Il y a une multitude de facteurs de risque. Et quelle est la croissance intrinsèque de l'entreprise, pas celle que vous allez apporter, la croissance de l'entreprise un peu automatique. Ça vous donne la valeur. Et si vous voulez faire simple, vous faites les cash flow divisé par K-G. Le cas sur une PME, le taux d'actualisation d'une PME aujourd'hui, selon son niveau de risque, il va se situer en gros entre 12 et 20%. Ça vous donne un peu la plage. Et si vous amusez à faire ça, vous allez voir, c'est marrant.
on va retomber entre 4 et 8. 4 et 9. Et le G, il est censé être sur une PME, on va plutôt être sur du 2-3% à l'infini. C'est amusant, on retombe sur les multiples, mais c'est logique. Les multiples, c'est juste l'inverse. C'est comme ça qu'on l'a pensé. Eh oui, il faut pas retourner. C'est pas le multiple qui fait ça, c'est ça qui a fait le multiple. Mais après, c'est intéressant de travailler en multiple. On a des sociétés, il y a un client qui fait 70% du chiffre d'affaires. La valeur, c'est donc, par exemple, 3 fois le multiple. Parce qu'en fait, il y a trop de risques. Donc, on va bien l'ajuster à ces phénomènes-là. Et c'est pas lié au secteur. Alors maintenant, la question, c'était quel est l'impact des crises sur la valeur et le prix. Sur le taux d'actualisation, instinctivement, comme c'est un couple taux sans risque plus prime de marché, on devrait s'attendre à ce qu'une crise de taux, puisque les taux ont pris 4%, on devrait s'attendre à ce que le taux d'actualisation augmente. En fait, c'est pas si vrai. Et là, il y a peut-être un biais théorique où les universitaires devraient travailler, c'est que ce taux sans risque plus prime de marché, il est plutôt stable en fait historiquement. Le rendement qu'attendent les investisseurs sur des actions en bourse, globalement, c'est toujours du 9-10%. Quel que soit le marché, quoi qu'il se passe, on attend un peu autour de 9-10%. Donc en fait, aujourd'hui, cet impact de taux d'actualisation, il n'a pas trop changé sur les évaluations, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de gros impacts de valeur. Alors, on parle de small cap d'abord ici, et même sur les big, c'est pas ça qui a changé la valeur, à mon sens. Donc voilà. Après, selon les secteurs, il y a des choses qui sont impactées très fort. Là, je parle en général, mais si je prends l'exemple de la promotion immobilière, ça s'effondre, le taux, là, il a explosé. Voilà, ça reste très dangereux. À la limite, je vais faire une boîte de management de transition demain, le risque, le coefficient de risque, il a plutôt diminué. Et le marché va être positif. Il va être porteur. Sur la croissance, bon, on va pas revenir dessus, mais en ce moment, c'est vrai que c'est plus dur de parler de croissance. On sait pas bien ce qui va se passer. Donc, quand on fait la valeur, la croissance intrinsèque, c'est un peu plus compliqué. De toute façon, pour vous, repreneurs, globalement, si je devais faire un peu de l'absurde, votre rentabilité, elle viendra de la stabilité et de l'effet de levier avant tout. Autant un fonds d'investissement, ce que décrivait Bertrand tout à l'heure, va chercher lui de la croissance pour augmenter son TRI. Autant vous, en repreneur, le point, il est quand même déjà d'être stable, droit dans vos bottes et de passer le cut en répétant le modèle, rembourser votre dette et une fois que c'est payé, vous repartez un tour, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même attente de croissance. Ne cherchez pas à vous imaginer que ça va faire du 10% par an, c'est pas tout à fait. Et pareil, si je reprends l'exemple, quand en 2008, voire avant, en 2005, les fonds d'investissement faisaient le TRI, ils m'expliquaient toujours qu'ils faisaient le TRI en gérant bien le prix d'achat. Ce qu'ils faisaient le TRI, c'était de bien acheter pas cher. Okay, très bien. Arrivé dans la période euphorique 2007-2008, c'était toujours en période euphorique, ça déconne. D'un coup, c'était l'effet de levier qui faisait le TRI. Donc, on s'est mis à charger les dettes à 4 fois, 4-5 fois les l'EBITDA, on y allait, les bits, généreusement. Et c'est comme ça qu'on fait le TRI. Ah, super. Donc, quand il y a eu un problème de crise, là, ça a fait un effet ciseau assez terrible. Et maintenant, c'est plus ça. Le prix d'achat, c'est pas un problème, l'effet de levier, c'est plus vraiment le sujet. C'est le build-up, c'est la croissance. C'est-à-dire que maintenant, il faut que je fasse du build-up pour faire du TRI. Bon. Vous, entrepreneur, pour votre valeur, votre prix, restez, le prix d'achat est un élément essentiel. Et l'effet de levier est le deuxième effet qui joue. Elle est pas fantasmer le truc du fonds d'investissement, quoi, je pense. Voilà. Aujourd'hui, sur les RPP, on voit jamais un repreneur personne physique, un entrepreneur, payer 8 à 10 fois une entreprise. Donc, en gros, il y a des marchés sur lesquels on ne verra pas d'entrepreneur. Parce qu'effectivement, c'est quasi impossible pour un entrepreneur de payer 8 à 10 fois. Si on prête 3 fois, ça veut dire qu'il faudrait mettre en fonds propres 5 fois. Ou alors, on va le voir que en manager minoritaire d'un fonds d'investissement majoritaire. Mais là, c'est pas grave, c'est pas pareil. C'est un salarié qu'on intéresse enfin, je pousse le réseau. Je fais de la provoque. C'est un salarié qu'on intéresse au capital. Voilà. Ah, quand même. Il met du risque, mais. Ça dépend s'il est à 2 ou à 40%. Oui.
Donc, voilà. Mais à 40%, à 10 fois, faudrait qu'il ait quand même beaucoup de sous. Donc le point, c'est que vous ne paierez jamais 8 à 10 fois et il faut pas le faire. Enfin, votre montage passera pas. Donc vous allez vous retrouver sur des montages, classiquement, un RPP, un repreneur personne physique, il paye 5 fois. Si je devais faire un chiffre magique, un RPP, son offre, on le sait à l'avance, ça va être 5 fois. Je me permets de t'interrompre. 5 fois, ok, mais 5 fois combien? Ah Parce ben, que c'est là qu'est le point. C'est- là, je suis vendeur quand je les vois. Donc, 5 Ouais. fois les bidas. Non, mais, Parce que je suis vendeur. non. Évidemment CAPEX, mais Non, non, ah non, si la question c'est, 6 fois les bidas moins qu'avec. non, mais 5 fois, un travail de ce que doit être l'EBITDA moins CAPEX normatif futur. C'est à lui de se dire quelle est vraiment la capacité Et de bien, tu expliquais rentabilité. très bien, pardonne-moi, tu expliquais très bien. En fait, tu as fait un coup quasiment de photo en maintenant ton multiple, mais en expliquant par A plus B En que faisant la baisser la valeur rentabilité, elle de- n'est pas si élevée Oui. que ça. Et parce que mon pauvre monsieur, il va falloir que j'embauche un commercial. Exactement. Oui, c'est ça. Il y a, C'est la en fait, les rentabilité gens ont un normative. mythe vissé dans la tête. Oui, oui, mais c'est la rentabilité normative de la société dans son état actuel. Donc Oui. ça veut pas dire que celui de l'année dernière est le bon, parce qu'en fait, C'est- c'était une année peut-être. Il y a eu une question, hein, 2022 est une bonne année, ouais. Donc est-ce que c'est celui-là le normatif? Non, Non. non, c'est celui que en tant qu'entrepreneur, on se sent en mesure de faire tranquillement. Si vous vous sentez pas en mesure de faire le multiple que vous utilisez, enfin l'agrégat que vous utilisez, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que votre montage tient pas la route. Donc c'est vous, par rapport à cette boîte, à ce qu'elle génère, est-ce que vous vous sentez de sortir 300 000 d'EBITDA? Alors, ou EBITDA moins CAPEX, bon, là, c'était quand je suis vendeur, je vous interdis de me parler d'EBITDA moins CAPEX. Mais ça, c'est un sujet, oui. Très bien comme approche. Aussi, quand je suis acheteur, mais pas quand je suis vendeur. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut pas perdre de vue quand même qu'en face de nous, on a un cédant. Déjà, ce cédant, il ne connaît que le passé. Le cédant se fout du futur. Donc, pour lui, la valeur de sa boîte, c'est ce qu'elle a généré dans le passé, ce qu'il a construit dans le passé. Donc, il faut quand même pas perdre ça de vue. Et puis, deuxièmement, c'est aussi souvent, il s'est investi, il veut toujours plus, quoi, comme en termes de valo. Donc, il faut pas perdre ça de plus, parce qu'il faut quand même arriver à un deal. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une valo, bon, avec n'importe quelle formule mathématique, mais qu'au final, vous faites jeter, vous n'êtes pas plus avancé, quoi. Il y a un moment, revient il y a une question à la vitale. valeur. C'est dans un moment, c'est est-ce que là, vous achèteriez vous-même? Vous voulez 2 millions. Vous l'achetez, vous, à 2 millions? Et là, le cédant, soit il est vraiment de mauvaise foi. Il est Ne cherchez pas. Cherchez pas, il n'y aura pas de deal. Parce que c'est-à-dire que c'est vraiment dans sa tête. Soit il est de bonne foi, il dit non, ça fait peut-être un peu trop. Bon, bah, c'est super. Mais c'est bon, on est aussi en compétition. Ouais. Espérer, etc. Ouais, la compétition, Ah ben oui, il y a oui, oui, il y a mais, toujours d'autres entrepreneurs individuels, il y a toujours des fonds, il y a des stratégies. ouais, mais si vous surpayez, encore une fois, là, pour le coup, Ah oui, bien si sûr. vous surpayez, vous mettez en danger votre Ah, opération. complètement, complètement. Donc là, il y a un vrai sujet de fond, qui est Ah oui, non, mais c'est vrai qu'à C'est un moment pas- donné, c'est il faut pas savoir aussi 100%. sortir. C'est-à-dire que si on estime que les attentes du cédant, en fait, sont tellement élevées par rapport à ce que vous avez comme possibilité de montage financier, de rentabilité, de retour sur investissement, il vaut mieux sortir. Hein. Alors, en commentaire, Et- Christian rejoint justement une des questions qui est posée par Pierre qui est à distance. Même si les indices des valos baissent et les financements plus difficiles et plus chers à obtenir, les prix, parfois psychologiques, attendus par les cédants et défendus par leurs conseils, vont mettre un certain temps à baisser, notamment car 2022 a souvent été bonne. En tant que repreneur, faut-il attendre? Quelle Ah. serait votre parole à chacun sur ces questions? Faut-il attendre? Parce que toi, tu dis que Moi, il faut sortir du deal. Toi, tu dis Non, c'est-à-dire que il faut sortir du deal. ça dépend de sa motivation. Si par exemple, on estime que vraiment cette boîte, elle me plaît, je peux me projeter, je vois comment je peux la gérer, comment je peux la développer, je vais plutôt essayer de trouver un deal avec le repreneur. Par exemple, avoir une formule d'intéressement, par exemple, dans le futur. Ça peut être aussi une option avec certains critères, pour un certain temps. S'il croit vraiment à ça, ben, on peut mettre une partie de la valo là. Un earn-out, oui, par exemple. Après, c'est jouer sur d'autres aspects. Bon, dans mon cas, il y avait de l'immobilier, il y avait du cash, enfin, il y a la garantie de passif. Donc, c'est jouer sur des choses périphériques à uniquement la valo pour pas focaliser la discussion que sur ce facteur. Pour répondre à la question de Pierre, les indices de valo sur le small cap, on parle du small cap, on est en entrepreneur. Je pars du principe que tous les entrepreneurs ici sont sur small cap. Tout à fait, ouais. Sinon, on n'est pas sur les mêmes débats. Les indices de valo ont pas baissé. Globalement, les valos des small cap, elles n'avaient pas monté
Tant que ça, elles n'ont pas baissé. Alors, à 5-10% près, ok, soit, mais il n'y a pas de changement sur les valos des small caps aujourd'hui. Faut pas, Pas encore. il n'y en aura pas. Ah bon? Je suis prêt à parier qu'il n'y en aura pas. Elles sont hyper stables dans la durée, en fait. Ah oui. Elles sont pas montées, elles n'ont pas de raison de descendre. On emprunte aujourd'hui à 4, 4,10, 4,20. Franchement, c'est parce qu'on a oublié ce que c'était que de payer de l'argent, mais c'est pas non plus, si on vous reprenez tous vos taux d'emprunt immobilier il y a 10 ans, 15 ans, ça va pas vous choquer plus que ça, hein. Et voilà. Et honnêtement, dans un deal, c'est toujours moins cher que vos fonds propres. Ça reste une valeur acceptable. Si vous faites le WACC après impôt, ça fait du 3. Franchement, on n'est pas sur un truc délirant de toute manière. Les cédants ont des notions de prix. Alors par contre, eux sont plus, à la limite, presque plus sujets au fait qu'ils sont conscients que c'est plus dur. Alors les financements et les banques sont là, hein. Honnêtement, nous dans nos deals, si une banque ne prête pas, c'est que le dossier n'est pas bon. Mais un dossier bien monté d'un repreneur aujourd'hui, globalement, les banques sont restées présentes et sont là. J'ai pas eu de. L'activité, c'était une réunion de la Banque de France la semaine dernière. L'activité de crédit, elle est en progression de 4%, ce qui est plutôt. Sur le LBO, pas de sujet. Et Pour trouver des 5% sur l'équipement. Donc, si le montage est pas bon, y a ça pas- passera pas, mais ça ne passait pas avant. oui, Pas, oui. voilà. On va pas augmenter les marges. On va pas le faire, c'est tout. Et ne cherchez pas un coupable chez le banquier, là, pour le coup. Je dis souvent du mal du banquier, mais là, en ce moment, ils sont là et il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, est-ce que ça va changer? Non, pas spécialement. Par contre, si la question est, faut-il attendre en tant que repreneur? Si un repreneur vient nous voir pour me donner sa fiche de cadrage et il me dit, est-ce que je dois attendre? Je peux enlever sa fiche de cadrage de ma base, il ne rachètera jamais. Si en tant qu'entrepreneur, le jour où on se dit je vais attendre, reprenez un boulot salarié, sinon vous y arriverez pas. Vous allez passer 1 an à dépenser votre argent à chercher. C'est aussi clair que ça. Complètement. La question qui est posée est lourde et la réponse n'est pas simple. Il y a quand même une difficulté forte auquel on est confronté. On reçoit quand même entre 50 et 100 infomémos par an. On voit très souvent des profils avec une rentabilité, je reviens à ce que je disais sur la difficulté à lire, une rentabilité 17, 18, 19, je vais prendre un chiffre idiot qui était à 10, pourcentage des EBITDA ou EBITDA moins CAPEX, peu importe sur le chiffre d'affaires, un 20, 21, un 20 est lisible, un 21 compliqué, et puis comme par hasard, le 22, le 22 est à 15 et le 23 est à 18. Et évidemment, la première question qui se pose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est où est la fichue normabilité de rentabilité sur ce business-là. En gros, est-ce que la boîte a changé? Alors, ils vous expliquent toujours, les vendeurs, que oui, bien sûr, elle a changé. Mais c'est ça la vraie question, c'est est-ce que vous achetez, est-ce que vous avez un certain niveau de chiffre d'affaires? Je laisse de côté les éventuelles sensibilités à un client qui aurait explosé juste de côté. Est-ce que vous allez finalement acheter X fois 10% du CA ou X fois 15% du CA ou X fois 18% du CA? Et c'est là-dessus sur lequel nous, on est quand même très souvent comme des poules devant des couteaux en n'arrivant pas à comprendre, en tout cas, nous laisser convaincre par le cédant que oui, monsieur, la boîte a changé. Dans ce cas-là, le complément. Et donc, on fait des offres en disant, et c'est là qu'on fait comme des cons des moyennes, on fait, bon, allez, on n'est pas à 10, on n'est pas à 15, prends 12 et demi. Et là, les évaluateurs que tu es, mais le problème, c'est que même en faisant des moyennes à la con, pour reprendre ce que dit Thomas, on n'est pas au prix, parce que le cédant, il veut du 15 ou du 18% multiplié par son 5 ou 6 fois. Et donc, pour répondre à la question de Pierre ou à la tienne, Frédéric, oui, en ce moment, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui, à nos yeux, affichent des performances élevées qu'on a du mal à ne pas trouver anormales. Mais là, le complément de prix joue aussi, ce qu'on disait. C'est-à-dire que monsieur, si vous êtes certain que c'est la normalité, on va mettre une partie en complément de prix. Vous n'avez pas de problème, vous l'aurez. Moi, je suis prêt à le payer. Si c'est vrai, ça m'arrange. C'est gagnant-gagnant. Si là, vous le sentez réticent, c'est quand même que peut-être il est peut-être moins à l'aise d'un coup. Il y a un complément de prix, un réinvestissement. Voilà. Alors, juste pour revenir, on voit beaucoup. Pour finir mon propos, mais c'était par rapport à la question de est-ce qu'en ce moment, dans la crise, les repreneurs personnes physiques ont plus de potentiel ou pas? Alors, effectivement, ils ont plus de mal à lire, sans doute, les choses. Par contre, aujourd'hui, il y a un nombre d'entreprises. D'abord, on était sur un marché d'acheteurs, nous, on était un marché de vendeurs. C'est-à-dire que là, pendant 2 ans, on a poussé les dossiers. On vendait du sable dans le désert à un bédouin. Tout le monde voulait acheter. Toutes les entreprises voulaient acheter. Enfin, tout le monde était
chaud bouillant, super. Aujourd'hui, ça y est, on est revenu en arrière. Tout le monde réfléchit, reprend son calme, se pose des questions. Les fonds en premier, mais les industriels aussi. Donc, vous avez plus en face de vous des gens qui vont passer la surmultiplier pour emporter le sujet, qui est un point. Donc, ils vont pas non plus emmener leur prix sur des choses un peu folles, parce que souvent, plus on va vite, plus on pousse le bouchon du prix et on avance un peu vite. Donc déjà, vos concurrents en face, en tant qu'industriels, sont devenus un peu plus raisonnables. Et ils ont baissé quand même, eux, leur valo en global. Eux l'ont baissé un peu. Comme vous êtes resté avec des montages financiers, c'est-à-dire votre valeur, c'est vraiment un prix qui est le montage financier. Vous vous retrouvez à des 5 fois en confrontation avec des industriels où ça passe. Et où pour le coup, sur du small cap, le cédant, il est quand même content de transmettre à quelqu'un et non pas à un groupe. Il y a quand même un affect. Un cédant, il vend son enfant. Et il transmet, d'ailleurs, il ne vend pas. Il transmet son entreprise. Alors, le mot est un peu galvaudé. Il y en a certains pour qui le dernier euro sera plus important que tout. Mais il y en a beaucoup pour qui, si vous arrivez à faire le lien et que vous êtes à peu près au même prix, bah, votre histoire, elle a du sens pour lui. Et il enclenche. Et là, vous avez une chance, c'est qu'en période de crise, et on l'a vu, si je reprends l'historique, nous, de notre transaction 2009-2013, les repreneurs personnes physiques étaient revenus en force dans les deals. Et là, on le voit cette année. Nous, on est en train de faire quelques opérations de MBI, beaucoup plus qu'il y a 2 ans ou 1 an. Parce qu'en fait, les repreneurs personnes physiques retrouvent la main. Ils se retrouvent en concurrence légitime avec les industriels, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an. Il y a 1 an, on avait forcément des gens qui allaient vous battre. Donc, on vous faisait courir. Alors, une banque d'affaires qui vous fait suivre, c'est un peu le plan B. C'est pas le lièvre parce que c'est pas le sujet, mais c'est un peu le plan B. Si j'ai personne, je lancerai quelqu'un aujourd'hui. En tout cas, moi, je le vois vraiment dans nos échanges. Les repreneurs ont retrouvé une place légitime dans les deals. Sans donc, pour autant qu'ils surpayent. Parce Non. que le problème, pour reprendre mon exemple, c'est que Non. si en prenant le même multiple, il surpaye, enfin, il Non. valorise un 22 qu'il considère comme normatif et que l'industriel sait ne pas l'être, Mm. ils ont un problème devant eux. Oui, mais sans surpayer, ils sont revenus en fait D'accord. le prix, le montage, parce que le prix du repreneur, il est lié à sa capacité d'emprunt et d'apport. Donc quand même. Et donc, on va jamais un repreneur payer 7 fois, quoi. C'est pas le monté. 2 questions peut-être pour terminer notre séance. Une posée à distance. Faire réinvestir le cédant, n'est-ce pas le moyen de réconcilier prix et valeur? Car cédant et repreneur sont obligés de s'entendre. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais Thomas, tu as l'air perplexe. Bah, ça dépend du lien qui est créé. D'abord, s'il remet, en gros, ce qu'on va lui demander souvent, c'est 10% de son prix de cession, et lui, dans sa tête, c'est 10% de perdu. Donc, il va, à la limite, presque le calculer à l'inverse. Il ne touchera que 90% du prix. Donc, je suis pas sûr que ça réconcilie complètement. Il y a quand même souvent où il dit, il veut vendre sa boîte, sortir de tout risque. Un mot qu'on entend souvent, c'est je m'en vais, je ne veux plus être, enfin, je veux plus être dedans. Plus Je le fais fait, le risque. Donc pour lui, les 10% qu'il laisse, c'est, bon, je les laisse, mais franchement, oui, plus le fait qu'il sera minoritaire, qu'il n'aura aucune influence, il connaît pas le repreneur. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'attractif que vous proposez aussi. ça va pas jouer sur la valeur et le prix, ça va jouer vraiment sur la solidité du futur. Et sur la psychologie des uns et des autres au moment où l'acte est fait, parce qu'on peut pas baisser la garde complètement sur son prix, mais c'est un moyen pour un cédant de se récupérer et de refaire le deal derrière en disant, OK, je bridge. Et dans les 2 sens, d'ailleurs, ça joue. Chacun peut y accorder une cote-part de. Et là où je suis très volontiers, c'est que il y a maintenant une asymétrie de perception. C'est que l'investisseur que je suis, quand je propose de réinvestir, dit pari passu avec moi, j'ai l'impression de lui faire un cadeau et lui fait un write-off. Ouais. Et on se dit, ah, il y a un problème. Et on nous pose une dernière question qui est un peu technique. Quand le LBO se passe mal, on va terminer là-dessus peut-être. À partir de quand, quel événement significatif, la banque prêteuse commence à provisionner sa créance dans ses livres? À hauteur de combien? Quelle proportion est provisionnée en cas d'ouverture de procédure collective? Alors, c'est peut-être une question plus particulièrement pour Jérôme. Ouais, alors le provisionnement, bon, c'est pas mon métier en fait. J'essaie d'éviter autant que possible d'ailleurs. À partir de quand? Alors généralement, quand on rentre dans un LBO, dans la plupart des cas, nous, on va y avoir des exigences. C'est ce que je disais tout à l'heure concernant la doc contractuelle et la remise de ratios financiers annuels. Parler du levier, avec le premier signe que ça se passe pas tout à fait comme attendu, c'est
c'est un ratio qui pète, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'on on a le ratio qui est prévu au closing. Bon, je dis n'importe quoi. Si vous êtes sur un levier au closing de 2,5, bon, on va dire, on va pas se mettre à 2,5 pour pas mettre à la gorge. On va dire, bon, bah, si on dépasse 3 ou 3,5, c'est que le deal se passe pas exactement comme prévu, quoi. Bah, si vous êtes à 4, c'est qu'il se passe sans doute vraiment pas comme prévu. Donc là, c'est le premier signe de fragilité pour nous. Et en fait, ces waivers, enfin ces ratios servent surtout pour la banque à avoir quelque chose qui s'allume, une lumière qui s'allume en disant, et une lumière rouge, et ce sera pour nous une occasion d'aller bien sûr discuter avec le repreneur pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est en bris de ratio, qu'est-ce qui fait que, et surtout, c'est quoi les perspectives de redressement est-ce qu'on est sur un crédit qui est là ou dont l'issue va sans doute être compromise, ou est-ce que c'est un accident de parcours et que voilà, et ça c'est important pour nous. Je disais, les engagements LBO dans la banque font l'objet d'un encadrement particulier. C'est une poche particulière de crédit. Donc, et il se trouve que statistiquement, en période de crise, c'est les premiers crédits qui posent problème, puisque c'est pas des crédits qui se remboursent avec uniquement de l'excès cash flow, il se rembourse par du distribuable. Et le distribuable, c'est le premier truc qui disparaît. Enfin, le résultat distribuable, c'est le premier truc qui disparaît quand ça va moins bien. Donc voilà, comment on pilote ça. Après, bah, on essaie. Enfin voilà, quand on est prêteur d'argent, on a l'ambition d'être remboursé. Donc ça peut passer par une restructuration financière. Voilà, on a les mécanismes d'accompagnement, les affaires spéciales aux besoins, etc. Du côté du chef d'entreprise, on est dans un système en France où il y a beaucoup d'accompagnement pour les entreprises en difficulté. Je trouve qu'on est plutôt riche, entre guillemets. Auquel il faut faire appel dès le début d'une difficulté. En fait, ce qu'on voit Ouais. et pour l'avoir vécu, j'ai été en difficulté, donc mon expérience d'entrepreneur, j'ai fait un mandat ad hoc, enfin j'ai morflé grave. Mandat ad hoc, ça va. Oui, enfin ça a été compliqué. Enfin, faites appel, n'attendez pas, ne vous dites pas que vous allez remonter le truc, hein. Si c'est le cas, dès qu'il y a un signal qui va pas, il faut tout de suite anticiper. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a les procédures collectives, hein, le redressement judiciaire, la sauvegarde, et puis au pire du pire, la liquidation. Mais là, dans ce cas-là, bon, c'est terminé. Mais vous avez en amont de ça des préventions, des mesures de prévention des entreprises. Alors, il y a le service de la médiation auprès de la Banque de France qui est plutôt consultatif, ce qui n'est pas extrêmement contraignant, mais vous avez les procédures de conciliation auprès du tribunal de commerce qui sont quand même c'est vraiment très utile en cas de difficulté, parce que le conciliateur qui travaille sous l'égide d'un mandat du président du tribunal de commerce a la capacité de réunir tous les intervenants autour d'une table, les banques, s'il y en a plusieurs, les fournisseurs, si c'est nécessaire, les clients, si c'est nécessaire également, aller trouver un accord. Tout ça se fait sous le sceau de la confidentialité, hein. Les conciliations sont voilà, le mandat ad hoc et les conciliations sont pas nécessairement. Enfin, le mandat ad hoc est toujours comment dit-on Financière. Voilà, merci. Et la conciliation, in fine, peut faire l'objet, in fine, à la fin. Normalement, elle est confidentielle. Elle est confidentielle, mais après, il peut y avoir. Mais voilà, mais c'est un autre sujet, mais Bon, surtout n'attendez pas de la difficulté. Voilà, là on sort du sujet. L'idée c'était quand même de se rappeler que quand on fixe la valeur, quelquefois on fixe les modalités de financement et le financement bancaire. Et du coup, quand on va trop loin, il y a un moment où la dette ne peut plus le passer, le remboursement ne peut plus se faire, et on se retrouve dans cette scène-là. Donc tout ceci doit servir de force de rappel pour ne pas s'envoler trop loin dans la valeur et dans le prix qu'on proposera en tout cas. Et surtout dans le levier. En ces périodes troublées. Je vous propose de lever la séance. Je n'ai plus de questions à distance, je ne vois plus de questions dans la salle, comme on a un petit peu dépassé notre horaire. Antoine, si tu veux dire un petit mot à nos intervenants, et puis je conclue. Oui, je crois simplement vous remercier parce que c'était à la fois très complet, très vivant et très, très intéressant. Et on a terminé sur une note qui laisse un espoir aux candidats repreneurs aujourd'hui. Et ça, c'était très important aussi. Il faut pas attendre. Il faut. Donc, merci beaucoup, chacun d'entre vous, pour vos interventions. Je voudrais remercier les 35 personnes qui sont dans la salle et les plus de 50 qui se sont connectés à distance. Grande joie d'avoir pu animer cette réunion avec vous. Je vous donne à tous rendez-vous pour notre prochaine soirée
qui aura lieu le 22 janvier et qui sera consacré au financement des startups et l'accès au financement et quelles règles de gouvernance se donner pour réussir cet accès au financement. C'est le 22 janvier autour de la même salle. Et une semaine plus tard, je vous invite également le lundi 29 janvier à une soirée exceptionnelle, qui est une soirée organisée par G2E, Grandes Écoles Entrepreneurs, et donc l'association qui fédère tous les clubs entreprendre des grandes écoles françaises qui veulent bien être membres de G2E. On en compte aujourd'hui une trentaine de grandes écoles. Et cette soirée se fera sur un thème extrêmement rapide. Ce sera le passage sur scène d'une dizaine d'entrepreneurs, des créateurs et des repreneurs, qui viendront chacun en 3 minutes partager 3 enseignements de leur parcours de reprise ou de création. Donc c'est une soirée assez tonique, vous ressortez avec quelques dizaines d'enseignements partagés, ça se termine par un cocktail sympa. Toutes ces informations, tant sur la soirée XMP du 22 janvier que la soirée Grandes Écoles Entrepreneurs du 29 janvier, vous les retrouvez sur le groupe LinkedIn Grandes Écoles Entrepreneurs, il n'a pas le LinkedIn Grandes Écoles Entrepreneurs. Bonne soirée à tous, bonne fin d'année.